à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cube et plus généralement du jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu, amateur d'Académie Tolarienne et collectionneur de Old School. Bonjour Mathieu, comment ça va ? Ça va bien puisque je suis en ta compagnie. Et ma foi, je me remets doucement de mes blessures. Voilà, la jeunesse, hein, comme je suis un des plus vieux joueurs du groupe, faut l'avouer. Après je pense que n'importe qui aurait fait le vol en trottinette que t'as fait, il serait dans le même état, mais je suis content au moins que tu sois pas blessé plus gravement et que ce soit juste ta main gauche qui est vraiment morflée. Exactement, maintenant je peux avoir un prétexte pour mettre une réglette et poser mes cartes devant moi sur une réglette et utiliser des goodies dans mes parties de Magic. Mathieu, ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait un moment un petit peu plus long que tu joues à Magic. Est-ce que tu raconterais un petit peu à tout le monde ton rapport au jeu, depuis quand tu joues, depuis quand tu collectionnes, et un petit peu tout ça quoi. Alors, je ne te permets pas. Tout simplement parce que j'ai eu la malchance de rencontrer Magic dans un voyage au Canada en échange linguistique et que l'échange linguistique est passé très nettement au second plan. Faut dire ce qui est. Je suis devenu un aficionado de la boutique locale au Canada. C'était au Canada anglophone. Et dans cette boutique, eh bien, tu avais des gens qui jouaient, on est en 1995, qui jouaient en... Il n'y avait pas de format à l'époque, pas vraiment de format en tout cas. Donc ils jouaient avec du Power 9 sur les tables. Mahamoti Jin, c'était un truc incroyable et quasi imbattable. En même temps, c'est vachement plus fort qu'un Black Lotus parce que Black Lotus ça met pas de dégâts, il faut bien enlever les points de vie. C'est vrai. Alors, on était déjà dans une dynamique où les gens avaient compris. Ils avaient compris que Black Lotus était un peu cassé. Il paraît que 3 mana pour 0, c'est bien. Ouais, surtout quand tu perds avec un Channel ou quand tu perds avec un Hypnotic Spectre. C'est des choses qui conditionnent un peu la suite de la game. Faut avouer. Et donc, j'ai attrapé le virus à ce moment-là. À chaque fois que j'ai pu arrêter, je m'en suis mordu les doigts. J'ai eu du vieux carton, j'ai vendu mon vieux carton, un peu tout ça pour le racheter plus tard, plus cher, évidemment. Donc, je le rappelle, pour tous nos auditeurs, il y a deux regrets qu'on a toujours à Magic. C'est pourquoi j'ai pas acheté ça et pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. C'est les deux regrets fondamentaux pour tout ce qui va être vieille carte. Ma foi, s'il y a un conseil que je donnerais aux personnes qui sont sensibles aux vieux cartons, c'est de commencer par ce qui leur fait le plus plaisir. Parce que c'est fondamentalement une question de plaisir et d'attachement émotionnel à telle ou telle carte. Moi, ce qui m'a fait plonger dans les très vieilles cartes, c'est un jour, dans une boutique, sur un GP, ça devait être le GP Lyon, il y avait un vieux Bazaar of Baghdad tout pourri. Mais vraiment tout pourri, c'est-à-dire qu'il était à la limite du jouable en tournoi. Il était tellement plié, joué, il avait fait tellement de parties, il avait eu tellement d'amour, qu'il avait plus de tenue mécanique. Donc ce qui faisait qu'il faisait tellement ventouse sur la carte précédente que quand mes adversaires coupaient, ils coupaient systématiquement sur ce Bazaar of Baghdad, qui finissait toujours dernière carte de la bibliothèque, c'est-à-dire que c'était le Bazaar of Baghdad le moins utile de tout l'univers, faut dire ce qui est. C'est le contraire du Shovel Tutor. Là, c'est vraiment le tuteur inversé. Si tu veux jouer avec 59 cartes, en réalité, tu mets un Bazaar of Baghdad, donc c'est pas très cher. N'hésitez pas à investir dans les Bazaar of Baghdad un petit peu abîmés, et ça vous permet de jouer avec une carte de moins dans votre bibliothèque, puisque vous le piocherez jamais. C'est ça. Alors oui, ça se jouait dans Dredge, où il faut évidemment l'avoir en main de départ, c'était compliqué. Mais voilà, c'est comme ça que je suis retombé dedans. Et vraiment, c'est comme dans la Cité de la Peur, ne pas se rejeter dans le pétrole en feu. C'est tout à fait l'idée dans laquelle je me baigne, ce pétrole brûlant de la vieille carte Magic. Cet amour de la vieille carte, il t'a poussé à jouer à Magic dans plein de formats, même si, on va dire, les formats les plus récents, c'est terrible parce que quand moi je dis les formats les plus récents, forcément je pense aux modernes, et je crois que si je suis très, si je suis très réaliste, c'est pas un format très récent maintenant. Non, plus vraiment. C'est là où je vois que je suis pas le seul vieux dans la pièce. C'est ça qui est bien. Donc effectivement les formats qui ont été les plus popularisés par Wizards of the Coast, c'est plutôt ça que je veux dire, que ce soit le moderne à une certaine époque, le standard de tout temps, et même si on pense à des formats qui ont été créés un petit peu plus récemment dans l'histoire de Magic, comme le Pioneer ou ce genre de choses, c'est des formats qui font jouer des cartes
beaucoup plus récentes qui invitent pas à jouer du vieux carton. Mais donc ton amour du vieux carton, justement, il t'a emmené à t'intéresser au format du cube qui permet de jouer toutes les cartes qu'on veut. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à ce format? Alors mon rapport au cube, il est complexe et c'est plutôt un rapport de découverte plutôt qu'un rapport de nostalgie. Alors j'ai essayé de me fendre de la conception d'un cube old school pour le vieux carton, mais fondamentalement, moi ce qui me parle dans le cube, c'est qu'à chaque fois qu'on me propose une soirée cube, je fais un voyage différent. Je fais un voyage différent dans l'univers des autres joueurs de la table. Et ça, c'est très rafraîchissant de me retrouver en train de jouer un cube Lord of the Rings où plus c'est tenu par la saveur, ou plus le thème et le propos du cube est clair, plus c'est net pour moi dans l'expérience de jeu. Mais ça l'était aussi dans les expériences de limité que je pouvais avoir quand je jouais encore en limité. Il y a quelque chose qui se passe quand la mayonnaise prend dans une extension. Tu en parlais avec Avatar. Pour moi, la mayonnaise, elle a très bien pris parce que le lien entre les mécaniques et les actions de jeu et ce qu'elle représente dans l'histoire, c'est profond et c'est évident. Il y en a plusieurs comme ça qui vont me venir à l'esprit. Il y a eu le premier Innistrad. Il y a eu des extensions. Zendikar, ah là là. Le Zendikar premier du nom. C'était vraiment un monde à part. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que c'est une extension qui, par les joueurs de ma génération, c'est encore une extension dont on se souvient vraiment très bien. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y avait d'autres mondes, d'autres plans qui, d'une certaine manière, ont été traités, ou en tout cas, Wizards of the Coast a essayé de les traiter avec la même qualité. Mais effectivement, on s'en souvient moins. Et je pense que cette unité, cette personnalité qu'avait Zendikar, elle était très notable, en fait, beaucoup plus que dans d'autres extensions. Où, par exemple, si je pense à un set comme Ikoria, qui est un set beaucoup plus récent, il y a eu plein de chouettes idées. Le set est très cohérent. Mais pour autant, le set est moins mémorable. Alors, c'est aussi dû au fait, peut-être, que maintenant, on reste moins longtemps sur un même plan. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons. Et c'est vrai que Zendikar, ça a vraiment, vraiment marqué son époque. Oui, c'était une aventure qu'ils nous proposaient. Et Ikoria, ne l'ayant pas joué, je ne peux pas vraiment me baser là-dessus. Mais j'ai l'impression que la contrainte de temps pour faire les essais et les erreurs qui vont dans la conception d'un monde cohérent fait que c'est incompatible avec le rythme général qu'ils donnent. Ils vont avoir de temps en temps une réussite parce qu'il y a de l'intuition ou parce que c'est l'équipe A de développement qui s'occupe du set ou qu'il y a une personne qui a une affinité particulière et qui en fait a intériorisé cet univers et qui a déjà en fait bossé en amont des quantités de temps sans être dans l'équipe, simplement dans son univers personnel. Ouais, ça se voit hein, quand il y a des sets qui reçoivent de l'amour de la part des designers, Oui. où il y a des personnes qui aiment l'univers qu'ils traitent. Donc là, on parle vraiment des univers étendus, hein, mais ça se ressent en fait vraiment. Et d'ailleurs, on l'a senti donc on l'a ressenti dans Avatar, mais on l'avait ressenti aussi dans une certaine mesure dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et sur certains aspects, ça s'est vu que dans Final Fantasy, il y avait pas mal de il y avait pas mal de points où on sentait qu'ils avaient vraiment essayé de bien traiter la licence. Alors il y a eu des petits ratés, mais c'est un set extrêmement vaste, donc c'est compliqué de tout réussir dans ces moments-là. Mais oui, en général, tu sens la différence. Pour revenir au cube, pour le coup, ce que je dirais, c'est que c'est ces voyages-là, et ce que j'aime, c'est me poser à une table pour découvrir quelque chose que j'attends pas. Je vais pas regarder la liste du cube en avance, sauf si c'est dans l'idée d'être sur un cube compétitif. C'est comme ça que j'ai découvert le cube. Au final, c'est, comme beaucoup, le cube de Matignon qui m'a fait découvrir le cube, comme c'était les vieux commandeurs, les vieux EDH, des arbitres de Magic qui m'ont fait découvrir le format Commander avant que ce soit le format Commander, en 30 points de vie, avec des cartes absolument improbables, enfin voilà. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se retrouve? C'est parce que, comme tu le dis, le cube, c'est une aventure toujours un petit peu différente. C'est un peu cette phase d'exploration, de découverte. Et moi, il y a pas très longtemps, je m'étais fait la réflexion que, comme je ne souhaite pas avoir trop de cubes, pour plusieurs raisons, hein. La première, elle est que prendre le temps de travailler sur un cube et le maintenir, vraiment en prendre soin, ça prend beaucoup de temps. La deuxième raison, c'est parce que je vois que notre groupe de joueurs, il est extrêmement vivace, extrêmement motivé, il se met à créer de nouveaux cubes, et donc je ressens pas le besoin d'apporter un 4e, 5e, 6e, 7e cube à notre collection, entre guillemets.
Et quand je parle de 4, 5, 6, 7, je parle uniquement de mes cubes. C'est-à-dire que si on prend les cubes qu'il y a sur Poitiers, il y en a déjà une vingtaine. Parfois, je me dis qu'il y a plus de cubes sur Poitiers que de personnes pour les cuber. Voilà, donc mais je pense qu'on a on a des problèmes de riches en fait. Donc en vrai, c'est très très chouette. Mais du coup, pour ces raisons-là, c'est compliqué pour moi de prendre beaucoup de temps pour créer de nouveaux cubes. Alors que c'est quelque chose qui me ferait vachement plaisir, notamment parce que, à la fois en lien avec mon travail, puisque je suis game designer dans ma vie professionnelle, moi j'aime créer des cubes, j'aime réfléchir à des problématiques de design, et donc je me suis dit, comment trouver ce juste équilibre ? Et là, j'ai eu une idée en fait, il faudrait que je travaille sur des idées, mais des one-shots en fait, une idée de cube avec une contrainte. Moi j'aime beaucoup designer sous contrainte, et je me dis, je vais essayer de faire un concept, le mettre en forme, je vais peut-être y arriver, peut-être pas y arriver, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, je jette le truc et c'est pas grave si je le playteste pas, si je vais pas au bout du processus. Et alors que j'allais me lancer là-dedans, je me dis, en fait, je devrais en parler aux copains, quoi. Et là, ça fait une jam. Et là, ça fait une jam quasiment. Donc, j'ai lancé le premier Cube Challenge et la contrainte de celui-ci, elle était extrêmement simple. C'était 100 cartes. Pas une de plus, pas une de moins. Votre cube doit faire 100 cartes. Plus la Land Station, voilà. Et cette simple contrainte, elle a soulevé plein de problèmes, ça a bien crié dans les chaumières, mais ce qui est trop chouette, c'est que les copains ont vachement répondu à l'appel, t'en fais partie, toi aussi t'as été vachement stimulé par le projet, et donc on a déjà eu pas mal de propositions qui ont été faites et qui ont abordé le problème sous des angles différents, et donc je m'étais dit que c'était une bonne idée d'épisode de parler un petit peu de ce qui avait été fait, de parler de ce concept-là et de cette contrainte de la taille de votre cube, en fait, qu'est-ce qu'elle peut soulever comme problématique de design. Bref, je me suis dit qu'on allait pouvoir aborder ça ensemble aujourd'hui. Et merci d'avoir pensé à moi. Alors déjà, si on commence par le commencement, un cube, comme vous le savez, la taille traditionnelle d'un cube, c'est 360 cartes. Si jamais vous voulez faire plus grand, vous pouvez monter à 450, 540, 540 étant donc la moitié de 360 en plus, 720 si vous voulez un cube qui est 2 fois plus grand. 360, ça vient pas de nulle part, ça veut dire qu'on draft l'intégralité des cartes à 8 joueurs. Dans un cube, normalement, on fait des decks de 40 cartes minimum et on va drafter un total de 45 cartes. Déjà, la première problématique qui va se soulever avec un cube de 100 cartes, c'est comment vous faites pour avoir suffisamment de cartes pour tout le monde. Donc, ça vient poser la question de combien de personnes peuvent drafter ce cube. Ça va venir poser la question de combien de cartes les joueurs vont drafter. Et donc, potentiellement, combien de cartes va faire leur deck. Voilà. Une fois que vous avez réussi à régler ces problématiques et que vous savez la taille des decks de vos joueurs et que vous savez le nombre de personnes qui peuvent le drafter, et bien là, il y a d'autres problèmes. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment de fixing ? Il n'y a déjà pas beaucoup de cartes dans le cube. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des terrains qui fixent le mana si derrière on n'a pas assez de playable et que notre deck ne fait pas assez de choses ? Pareil, des archétypes. D'habitude, c'est courant dans un cube d'avoir une dizaine d'archétypes. Alors pas toujours, mais c'est quelque chose qu'on trouve souvent, des archétypes bicolores ou tricolores. Là, comment vous faites pour avoir des archétypes aussi différents alors que potentiellement vous allez manquer de redondance, manquer de cartes pour chaque archétype et que vous allez juste manquer d'Asfan. Donc les Asfan, c'est cette valeur qui exprime la quantité de cartes d'un certain type, d'une certaine... par exemple, vous jouez Réanimator, combien de cartes qui réaniment une créature vous avez de chances de voir pendant votre draft. Voilà, c'est ça les Asfan. Et en gros, cette valeur, elle est très importante pour vous en tant que designer, pour savoir si vous avez suffisamment de cartes de ce type-là dans votre cube. Ça se calcule, il y a des formules pour le faire. Il faut donner à manger à vos joueurs. Il faut donner à manger à vos joueurs, exactement. Donc, toutes ces problématiques-là, on va pouvoir les aborder ensemble. Et j'ai l'impression qu'une chouette manière de le faire, justement, ça va être aussi de voir comment est-ce que les différentes tentatives, les différents designs qui ont été proposés, ils ont tenté de résoudre certains de ces problèmes en sachant que c'est pas du tout exhaustif. Moi, je pense qu'il y a encore plein d'autres idées qui étaient possibles d'avoir pour s'attaquer à ce problème. Mais moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de la créativité des personnes qui ont participé. J'ai vu des idées très différentes qui ont abordé le problème sous des angles qui n'avaient rien à voir. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Est-ce que tu es prêt pour qu'on se lance dans cette petite exploration ? Je voulais d'abord rebondir sur un truc qui m'est venu en réfléchissant à cet épisode parce que tu m'avais soufflé le thème. En tout cas, je m'en étais douté parce qu'on avait eu cette conversation en amont. Et le fait que tu dises que tu veux pas te relancer dans le design d'un nouveau cube, mais que ce qui t'intéresse, c'est le challenge, ça me parle parce que j'ai l'impression
que pour faire sortir un cube de soi, il faut avoir quelque chose à dire, un propos. Et que le challenge, c'est pas que ça vient remplacer le propos, mais ça vient donner un contexte où il y a une espèce d'urgence. Il y a une espèce de « Ah, je suis face à un problème, je suis face à quelque chose d'inhabituel, et en chamboulant les barrières, je me concentre plus sur « Je vais avoir du mal à dire ce que je veux dire » et à rester coincé dans est-ce que ce que je veux dire est pertinent et comment je l'exprime, etc. Mais non, j'ai des problèmes plus urgents à gérer. Et donc, laisser en fait la maturation se faire en arrière-plan. Parce que le propos, il n'est jamais absent. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en réfléchissant à la conversation qu'on aurait ce soir. C'est que ce sera au final le lien et la façon dont la contrainte et le propos vont se répondre qui feront l'intérêt des différentes propositions qu'on va avoir et qu'on va examiner ensemble. Je suis complètement d'accord avec ça. On va commencer avec la proposition que j'ai amenée parce que justement, je pense que c'est pas la plus intéressante, mais je pense qu'elle pose bien certains des problèmes. Donc je pense que c'est une très bonne base. C'est pas la plus originale justement, mais comme j'ai essayé de m'attaquer à différents problèmes dont on a parlé juste avant, ça va permettre de comprendre un peu ces problèmes-là. Donc le cube que j'ai créé, c'est un cube artefact. Non, voilà. Ah bon ? Oui, voilà. Non, vraiment ? Je vous jure. C'est un cube artefact mono bleu qui est essentiellement un cube combo. Et sa particularité de ce micro-cube, c'est que les joueurs ils vont jouer des micro-decks. En fait, les joueurs vont avoir des decks qui vont faire seulement 20 cartes. J'ai même hésité à descendre à 15. Et cette idée, elle n'est pas de moi. Il y a d'autres personnes qui ont déjà eu l'idée. Mais je me suis dit que c'était particulièrement adapté au challenge. Donc, si je fais un récapitulatif rapide des règles, l'idée c'est que les joueurs ils ont moins de points de vie, en l'occurrence ils n'en ont que 10, mais ça pourrait complètement se jouer avec 20 points de vie, ce serait pas un problème. Et en plus de ça, les joueurs ne peuvent pas mourir à la meule. C'est-à-dire que si jamais vous deviez piocher et que vous n'avez plus de cartes dans votre bibliothèque, vous ne perdez pas la partie, donc potentiellement les joueurs peuvent se retrouver dans une situation où ils n'ont plus aucun moyen de tuer leur adversaire, auquel cas ça fait une égalité. C'est possible. Il y a pas mal de manières de tourner autour de ça et justement ne pas tomber là-dedans. Puisque comme les joueurs ont des quantités de ressources limitées, il y a bien un moment où les ressources d'un joueur vont excéder celles de l'autre et qu'a priori, ça suffira pour gagner. La question immédiate, c'est est-ce que Meul fait partie de la liste ? On ne peut pas gagner en meulant, donc évidemment, non. Ah oui. Mais ça aurait pu être tout à fait un outil tu parles de la carte Meul. Alors, excuse-moi, je l'avais pas vu. Bien joué. Oui. Alors, j'ai beaucoup pensé à Meul et j'ai une carte dans la liste qui, en l'occurrence, est Orbe Mesmérique. Vous savez que Timothée et moi, c'est une carte que nous aimons vraiment très très fort d'amour. Et je me suis beaucoup posé la question parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est dans le propos du cube d'avoir une carte qui va nullifier autant de ressources. En fait, c'est un cube où vous allez probablement piocher toutes vos cartes. Et si Meul, c'est une carte qui dit pour 2 mana, votre adversaire défausse 2 cartes, c'est peut-être trop oppressif. Et carrément. Voilà. Et donc, j'ai mis Mesmeric Orb parce que justement, c'était symétrique. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait s'en servir dans une stratégie plus agressive qui cherche à justement réduire la quantité de ressources auxquelles aura accès votre adversaire pendant la partie. Pour toutes ces raisons, donc voilà, la meule typiquement, c'est ce que tu dis, c'était un élément hyper central dans mon design parce que je savais que la taille des decks serait très petit. Et donc j'ai essayé de faire attention à me poser la question de, par exemple, si dans votre deck vous n'avez que 20 cartes, combien de terrain vous allez avoir ? Cette quantité de mana, c'est potentiellement la quantité maximale de mana que vous aurez en un seul tour. Donc dès que je voulais proposer des cartes qui coûtaient un certain montant en mana, il fallait que je me pose la question de est-ce que réalistiquement les joueurs allaient pouvoir jouer leurs cartes ? Dans la liste, j'ai mis les terrains trône parce que vous avez des chances raisonnables de les piocher et que ça augmente drastiquement la quantité de mana qu'un joueur est susceptible de pouvoir avoir. Surtout que la fin de game ne s'arrête pas quand on est meulé. Exactement. Donc je vais disposer pendant un nombre de tours arbitrairement grand de ces 7 mana d'un coup. De la même manière, toutes les cartes qui peuvent générer de la value entre guillemets à l'infini, je pense à des cartes comme Fonderie de modernisation ou ce genre de cartes. En fait, tant que vous avez du mana, vous pouvez continuer à générer des pièces de jeu, donc des jetons certes, mais en fait, ces pièces de jeu, elles vont être plus pertinentes que le rien du tout que va piocher votre adversaire quand on sera tous arrivés à la fin de notre deck. Donc, il y avait tous ces designs-là qui allaient autour du fait que notre deck était tout petit. Pour ceux qui se posent la question, en termes de draft, j'avais choisi un truc extrêmement simple qui est que on va drafter 2 boosters de 10 cartes, on aura 20 cartes,
notre deck, lui, il fera 20 cartes, terrain de base compris. Dans la Land Station, il y a des îles. Voilà. Quelque chose de pas très compliqué. Par contre, ce que ça m'a permis, c'est que ça m'a permis de mettre des combos qui, d'habitude, sont pas du tout viables en cube parce qu'il n'y a pas la redondance nécessaire. Vous allez risquer de pas piocher vos cartes. Par exemple, j'ai peut-être mis Stiflenaut parce que c'est marrant de jouer un Dreadnought Phyrexian. C'était juste c'était pour me faire plaisir. C'est pour que tu aies envie de le jouer. Voilà, oui. Ça marcherait indubitablement. Mais oui, donc il y a Orbe de Torpeur et voilà. Et donc ces synergies-là sont possibles sur des decks aussi petits. Il y a des boucles avec Mindslaver, il y a des combos un peu bizarres qui sont pas censés marcher, mais là-dedans elles peuvent. Vous l'avez vu, globalement, je suis sur un cube mono bleu, et ça a été ma manière de faire en sorte de ne pas me préoccuper du problème de fixing. J'ai hésité à me dire que je pouvais mettre une ou deux cartes qui nécessitaient une couleur de mana qui n'était pas bleue. Par exemple, j'ai beaucoup hésité à mettre Top Terre Fonderie. Oui, bien sûr. Mais il fallait une source de blanc ou une source de noir pour pouvoir la jouer. Et ce que ça venait poser, c'est est-ce que du coup, il faut que j'arrive à drafter mon Mox d'Opale? Est-ce qu'il faut que j'arrive à drafter mon étoile chromatique, etc. Et donc, j'ai pas fait ce choix-là pour l'instant, je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne. Mais j'ai beaucoup hésité. Donc si ça se trouve, elle y est. Toujours est-il que ça aussi, c'était une question. Parce que je me disais, si jamais je fais en sorte que toutes les cartes soient bleues ou incolores, ça me permet de ne pas avoir besoin de mettre de land de fixing. Donc déjà, je gagne de la place pour mettre plus de cartes intéressantes dans le cube. Et au-delà de ça, ce que ça fait, c'est que les joueurs ne risquent pas de tomber trop court de playable, et notamment sur des cartes de base. Des removal, des interactions, de la pioche. Tu vas toujours pouvoir jouer un removal. S'il y a un contre, tu peux le cast. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas parce que tu auras du mana bleu. Moi, j'aurai du mana bleu. Tout le monde a du mana bleu à la table. Et ça change énormément la texture d'un booster quand toutes les cartes sont susceptibles de pouvoir rentrer dans ta liste. Parce que jusqu'à la dernière carte du booster, la carte est potentiellement unplayable pour toi. À ce moment-là, la Land Station pourrait très bien avoir une plaine, un marais, sans changer fondamentalement ta liste, puisque à terme, en bout de game, tu auras bien cette mana, tu finiras bien par la piocher. Oui, complètement. Si jamais j'avais voulu aller moins loin dans le processus d'avoir un cube monocolore, j'aurais pu complètement permettre de jouer des basiques d'autres types dans la Land Station, puisque de toute façon, globalement, ce serait dans tous les decks, à part ceux qui splashent cette carte-là, inutile. Les joueurs se contenteraient de jouer des îles parce que c'est meilleur de jouer des îles de base quand toutes les spells sont bleues. Mais effectivement, ce serait pas un problème. Là, j'étais plus dans une réflexion de me dire à quel point cette exception-là, je souhaite qu'elle soit... Comment dire ? À quel point je souhaite qu'elle soit intégrée par les joueurs comme « Ah, mais en fait, le cube, il est pas vraiment bleu. » Ou bien que les joueurs voient la carte en disant « Ah, mais du coup, comment je fais pour avoir ma source de blanc et de noir ?» Et je trouvais ce challenge-là beaucoup plus intéressant au moment où la carte apparaît. Effectivement, à ce moment-là, tu mets le joueur face à un dilemme, mais face à un dilemme où il n'est pas informé en amont. Et ça, c'est toujours des questions, pour le coup, de design de cube, qui, moi, sont problématiques. Quand tu vois apparaître dans un cube que tu n'as jamais joué, une moitié de combo, et que tu ne sais pas à l'avance, si on t'a pas briefé, que l'autre moitié de la combo peut potentiellement être là ou pas, que le cube soit drafté en entier ou non. Et en fait, quelle est la dose de risque que tu prends et dans quelle idée tu te lances au moment où tu draftes la carte, c'est effectivement un enjeu. Et effectivement, ça fera un stop à chaque fois que quelqu'un va voir la carte. Est-ce que ça vaut le coup du briefing avant de jouer de rajouter cette carte ? De toute façon, là, on était sur un cube qui était extrêmement gamer, parce que c'est un cube bardé de combos. Si tu joues pas combo, tu vas probablement jouer un espèce de turbo Kappa Cannoneer avec pour l'objectif, si possible, de le jouer au tour 1 ou au tour 2 et de derrière le protéger, enfin pas le protéger, il est déjà protégé tout seul, mais empêcher l'adversaire de réaliser ses propres combos avec des counterspells et ensuite fin de la partie. Donc c'est un cube qui déjà est un peu exigeant. Moi, ce que j'aimais bien, et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité dans l'idée de l'avoir avec comme propos de c'est un cube mono bleu, c'est que moi je pars d'un principe quand je crée un cube, et je le conseille à toutes les personnes qui créent des cubes autour de moi, il faut pas piéger ton joueur. C'est là où je voulais en venir. Effectivement, oui. Je suis confronté, alors ce piège-là il est téléphoné parce qu'il y a le coup de mana en haut de la carte, mais quand il y a une demi-combo, c'est pas forcément évident. Exactement. Et c'est pour ça que là, dans une situation comme celle-ci, tu dis à tes joueurs, le cube est mono bleu. Vous aurez que des îles dans la Land Station. Vous voyez une carte qui n'est pas bleue. Là, vous comprenez que vous allez devoir chercher votre source de mana. Ça reste exigeant. Il y a peut-être des joueurs qui
auront pas écouté le fait qu'il y avait que des îles dans la Land Station et peut-être qu'ils se feront attraper. On connaît des gens qui n'ont pas écouté le fait qu'on réanimait des artefacts et qui du coup ont attendu toute leur partie des reanimates. Voilà. Mais ça se saurait si c'était arrivé. Voilà. Non, ça n'arrive pas. Les gens écoutent ce qui se passe pendant le briefing. Ils ont même les petites aides de jeu de temps en temps Ça, et c'est vrai. ils lisent systématiquement les aides de jeu. Ben Ne oui. soyons pas naïfs. Du coup, pour ces raisons-là, j'ai l'impression que ça aurait pas été un problème. Mais par contre, il faut être très attentif à ça. Et il faut que le joueur capte immédiatement que quelque chose ne va pas pour comprendre qu'il doit comprendre quelque chose. Le défaut des combos, c'est que parfois les gens ne les connaissent pas. Donc ils peuvent juste pas les deviner. C'est donc une question de signal. Un petit peu comme quand on passe aucune carte forte à gauche, en rouge par exemple, et que la personne s'acharne à drafter en rouge. Il y a une partie qui est de la responsabilité du joueur, mais il y a aussi une partie de la qui est du ressort de la personne qui design le cube et des signaux à faire. Qu'est-ce que tu as trouvé comme signaux par rapport à ça ? T'as enlevé les écueils et t'as enlevé les cartes non bleues, en l'occurrence. Mais Pour l'instant, du coup, j'ai plutôt fait le choix de ne pas avoir de cartes qui n'étaient pas bleues. Et l'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est que typiquement, une carte comme Chromatic Star, c'est une carte qui peut te sous-entendre que tu vas avoir besoin d'un mana coloré. de te fixer. Exactement. Mais pour l'instant, j'ai pas trop exploré cet espace-là de design, puisque j'ai essayé de faire ça en un temps quand même relativement limité. Et puis, comme on l'a dit, l'objectif n'était pas forcément d'arriver sur du playtest derrière. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait un autre aspect qui s'est révélé pour moi dû au fait que je n'avais qu'une seule couleur. C'était la nature des interactions. Parce que la nature des archétypes, bon, tous les archétypes étaient plus ou moins combos, mais il y avait des archétypes plus contrôle, des archétypes plus agressifs. Mais par contre, la nature des interactions, quand vous avez globalement que des boons et des counterspells, c'est un peu bizarre. Et donc ça, je sais pas trop ce que ça donnerait exactement en partie. J'ai essayé de faire un équilibre qui me semblait pertinent. Mais c'est un peu marrant. Les artefacts permettent de faire d'autres choses, heureusement. Mais c'est quand même particulier. Pour Chromatic Star, elle a en plus un coût associé. C'est qu'elle réduit ton deck de 1. T'as d'autant moins de ressources au total dans ton deck. Tout à fait. Il y a une personne qui a une idée complètement différente de la mienne pour résoudre le problème de couleur. C'est Timothée. Timothée, il a fait le cube d'airain. Et comme le nom du cube l'indique, son concept est extrêmement simple. Dans la Land Station, donc je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui l'ont oublié, c'est là où vous aurez votre terrain de base à la fin du draft. Vous pourrez en prendre autant que vous le désirerez, ça ne fait pas partie de votre draft. Et bien dans la Land Station du cube d'airain, il n'y a que des cités d'airain. C'est un terrain qui s'engage pour faire un mana de la couleur de votre choix. Il arrive en jeu dégagé. On dirait qu'il n'a pas de défaut, il est incroyable. Il a un petit défaut quand même, c'est que quand la cité d'airain est engagée, elle vous inflige une blessure. Non, mais quand elle est engagée pour du mana, entendons-nous bien. Non, c'est pas mana confluence, elle est moins bien designée. Mais elle est tellement plus belle. Oui. Mais bon, va dire ça à tous ceux qui se sont fait Port Richadan leur cité d'airain voilà, pendant 3 tours. Donc Timothée, lui, son raisonnement, il est complètement inverse et j'ai trouvé la pirouette incroyable. Elle est de dire, en fait, je peux mettre des cartes des couleurs que je veux dans mon cube. Dans tous les cas, vu que tes sources de mana sont multicolores, tu peux jouer quand même toutes les cartes du cube dans ton deck. Donc en fait, de la même manière que moi, tu peux tout jouer. Il est arrivé au même objectif. Son objectif était que toutes les cartes soient jouables. Et il l'a accompli d'une toute autre manière en abolissant la color pie. Alors que toi, tu t'es contenté d'une tranche. Lui, il a fait Obélix. Il a pris toute la color pie. Il a dit, tout ça, c'est à moi. C'est ça ? C'est exactement ça. Sauf que, comme Obélix, qui parfois peut avoir mal au ventre, mais le problème des cités d'airain, vous le savez, c'est qu'elles vous font des dégâts quand vous les engagez. C'est le petit reflux d'acide, c'est ça ? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un crédit, vous avez un budget de mana pour votre partie. Et ça, c'est incroyable. Alors, ça parce qu'il n'y a pas d'autres landes que des cités d'airain. Non, il n'y a pas d'autres landes que des cités d'airain. C'est ça qui est terrible. Alors, il y a bien un pristine talisman donc tu vas perdre 3 points de vie pour jouer un caillou qui te fera de l'incolore et heureusement qu'il te fera gagner des points de vie. Il y a des choses comme ça. Et ce qu'on disait avec Timothée, c'est que c'est un cube où si dans la liste, il y avait une plaine de base ou même une waste, une lande, mais en fait, ce serait déjà très très fort. Ce serait piqué très haut. Mais pour le coup, t'es quasiment sous channel en permanence. Sauf que t'as pas la rapidité de channel. Exactement.
C'est exactement l'idée. Tu peux pas tricher un Eldrazi au tour 2 ou au tour 3, mais par contre, à chaque fois que tu vas jouer une carte, ça va te coûter des points de vie. Et donc, l'économie de la partie change du tout au tout. Un peu comme ton économie de bibliothèque. C'est-à-dire que tu as un crédit que on l'a souvent dit, hein, les points de vie, c'est une ressource. Ben, là, c'est encore plus criant que d'habitude. Exactement. Si vous avez une carte qui vous dit pour 2 mana, vous gagnez 5 points de vie, en réalité, c'est pas seulement des points de vie que vous avez gagnés, c'est que vous avez acquis le droit de dépenser 3 mana de plus dans votre partie. Et j'ai essayé de construire une liste où les couleurs ne sont pas également réparties. Il y a plus de cartes blanches, il y a beaucoup de cartes qui font gagner des points de vie, mais pas que. Hein. Tous les aspects mécaniques ne sont pas uniquement centrés sur des points de vie, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Et en fait, quand le mana devient une ressource limitée, ben, vous vous rendez compte que, par exemple, Propagande prend une toute autre couleur en fait. C'est plus du tout la même carte à partir du moment où votre adversaire, pour vous attaquer avec une créature, il doit payer 2 points de vie et 2 mana. Effrayant. C'est effrayant. Et si on rajoute opposition, c'est encore pire. Je pense, je sais pas, il ne l'a pas mis dans sa liste, je pense que c'est très bien. Après, voilà, je pense que s'il avait mis opposition, personnellement, je lui aurais conseillé de remplacer ça par des mana confluence. Voilà, je pense que ce serait pas bien. J'ai des envies de mana short et de... Enfin, oui, de mana short, de piraterie, de drain de mana, pas le contre, hein, mais celui qui utilise les manas des terrains adverses dans une liste comme ça. Une carte comme c'est mana, c'est pas mana drain, mais c'est la carte qui permet de vider. Drain de puissance. Voilà, qui permet Drain de vider power. tout le mana. C'est ça, c'est Voilà. celle à laquelle je pensais. Pour Exactement. 2 bleus, je t'oblige à prendre tout le mana avec tes landes et il va dans ma réserve de mana à la place de la tienne. Du caviar. À mon avis, c'est évidemment trop puissant et problématique, et donc il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Bah, c'est un exploit. Exactement. Mais en tout cas, ça permet de montrer le potentiel de l'idée. Alors lui aussi, il était sur des decks un petit peu plus petits pour des raisons toutes bêtes, hein, en fait, il faut que mes joueurs ils aient des playables, donc il était sur un cube qui se draftait à 4 et avec des decks de 30 cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en cherchant une solution à un problème, il a créé, entre guillemets, un nouveau problème ou une nouvelle règle qui du coup a changé complètement tout l'environnement de jeu. C'est-à-dire que le jeu n'est plus le même à cause de la solution qu'il a proposée. Un nouveau propos. Chaque mana qu'on dépense dans une partie a de l'importance. C'est vrai dans une partie classique. Si on regarde les courbes de j'ai dépensé tant de mana dans une partie et qu'on compare ce que les joueurs ont dépensé dans la partie l'un et l'autre, je serais immensément surpris qu'il y ait un gros décalage entre le nombre de mana qu'on a dépensé dans une partie de Commander par exemple et la victoire. C'est-à-dire que la personne qui va avoir le mieux utilisé son mana, le plus souvent, va prévaloir. Mais c'est plus ça, c'est plus ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'il y a la quantité de mana qu'on a réussi à dépenser, en fait, qui est directement corrélée, c'est pas une courbe proportionnelle stricte, mais qui est directement corrélée à la quantité de sorts qu'on a pu résoudre dans la partie, mais il y a aussi à quel point ce mana a été bien dépensé. C'est-à-dire que si vous avez un counter spell qui vous a coûté bleu et bleu pour contrer un sort, si vous avez joué un cancel à la place qui vous a coûté 3 mana, c'est moins efficace et donc c'est moins bien. Surtout si c'était sur un sort à 5 ou à 7 en face. Hein. Exactement. Je me posais la question de s'il y avait des cartes dans le cube de Timothée qui t'avaient frappé pour le côté justement abolition de la color pie. C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait des cartes qui m'aient marqué dans le sens de ah mais du coup on peut vraiment jouer des cartes qui devraient pas être jouées avec d'autres cartes ou j'ai pas ressenti ça, notamment parce que j'ai l'impression que Timothée il a fait un gros effort pour proposer un ensemble de cartes qui étaient très cohérentes par rapport aux propos. Il y a des cartes plus agressives, des cartes plus late game, c'est sûr. Je pense que ce qui est rigolo, c'est qu'à mon avis, c'est un cube où tu peux jouer ton guide gobelin et ton gros ange à 5 mana dans le même deck, à mon avis, parce que je pense que ça passe. Mais au global, non, je crois pas que j'ai ressenti de cartes qui me paraissaient tricher entre guillemets avec les couleurs, grâce au fait que Timothée ait permis aux joueurs de jouer avec n'importe quelle carte. Mais par contre, j'ai été amusé de voir à quel point il pouvait se permettre de mettre des cartes très extrêmes. C'est pour ça que je prends l'exemple du guide gobelin, parce que c'est une carte que d'habitude on trouve que dans des decks Red Deck Queen extrêmement agressifs, très spécialisés. Et en fait, cette carte-là, je pense que non, elle n'a pas besoin dans ce cube-là d'être uniquement avec d'autres cartes rouges agressives. En fait, mettre la pression sur le mana de votre adversaire, c'est déjà suffisamment fort. Oui,
c'est-à-dire l'empêcher de pouvoir utiliser des quantités de mana pour l'amener plus bas en point de vie. Je vois ce que tu veux dire. Exactement. Ça me rappelle ce que Tim avait fait par rapport au Twisted Cube, c'est-à-dire que la question de la color pie et de la façon dont la color pie impose des contraintes aux joueurs est très intéressante. Moi, pour le coup, ça m'évoque beaucoup des idées que moi j'ai eues depuis longtemps et que j'ai jamais mises en œuvre, qui était le generic mana. C'est-à-dire qu'on abolit les coûts de mana des cartes, et au lieu d'avoir une cité d'airain dans la Land Station, on considère que toutes les cartes ne coûtent que du mana générique. À ce moment-là, on a juste une vision quantitative et pas qualitative, ce qui fait que le fixing est ignoré. Mais non seulement le fixing est ignoré, mais aussi la color pie. Et c'est ça qui m'intrigue, c'est ça qui me donne envie d'aller voir dans la liste de Tim ce qu'il en a fait. Antonin, lui, il a eu un autre take sur le challenge. Lui, il s'est attaqué sur un autre problème. Justement, il n'a pas essayé de s'attaquer au problème de la couleur. Lui, il a essayé de s'attaquer à la question du nombre de playables. Parce que, typiquement, le cube de Timothée, il peut se jouer jusqu'à 4. Le mien, j'ai tiré, on peut le jouer jusqu'à 5. C'est pas un nombre de joueurs extrêmement important. Antonin, il a dit non, mon cube, il a 100 cartes dedans, mais il peut se drafter jusqu'à 8. Alors là, on se dit waouh, mais les joueurs, ils vont pas avoir de cartes dans leur deck en fait. Ben si, parce qu'Antonin, il a eu une idée. Il a dit, en fait, le principe de ce cube, c'est que quand vous draftez une carte, vous obtenez un playset de cette carte. Donc, vous avez 4 exemplaires de votre Tarmogoyf quand vous draftez un Tarmogoyf. Vous avez 4 exemplaires de votre Obscur Confident quand vous draftez un Obscur Confident. Si vous avez 4 Liliana, ça fait Junt et on est bon. Donc, globalement, le propos d'Antonin, c'était d'essayer de se dire, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour essayer de recréer un environnement qui ressemble à du construit, avec donc des decks un peu plus gros. En l'occurrence, il est resté sur 40 cartes à 8 et à 6 joueurs, mais pour les tailles de deck, j'entends. Oui. Mais par contre, à 4 joueurs et à 2 joueurs, il questionne le fait de pouvoir monter à un deck de 60 cartes, parce que potentiellement, on a plus de cartes dans notre pool. Et en plus, on retrouve le plaisir du cube, qui est que du fait d'avoir un deck un petit peu plus gros, et on va avoir un petit peu plus de variance, et donc les parties vont avoir ce côté plaisant, un petit peu comme un deck de construit où on a 60 cartes, qui est... quand tu as 4 exemplaires de la même carte en 60 cartes, c'est pas la même que quand on a que 40. Donc, retrouver le nombre magique 60, ça permet justement de retrouver à fond ce feeling-là, cette sensation-là. Et Antonin, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse drafter à des nombres de joueurs assez variés, il a proposé des méthodes différentes pour les drafter. À 8 joueurs, ce qu'il propose, c'est de faire un Rochester Draft. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'idée c'est d'étaler un booster sur la table et qu'ensuite les joueurs prennent une carte chacun à leur tour et donc tous les pics sont visibles. C'est un format qui se fait plus trop. Je pense que tu as dû en voir beaucoup plus que moi parce que je pense que c'est possible qu'ils aient arrêté d'en faire avant que je sois vraiment dans un contexte compétitif, à mon avis. C'était déjà extrêmement anecdotique et extrêmement le club des pro players qui pratiquaient le Rochester Draft. C'était peut-être un événement par an dans probablement un invitational parce que c'est un coût en termes de temps et de ressources mentales qui est tel et de perception. Il faut une telle perception de l'environnement à partir du pool, donc de l'ensemble des cartes qui est à disposition, que d'évaluer non seulement la puissance relative des cartes les unes par rapport aux autres, mais l'importance de leur synergie fait que c'est un exercice dont le niveau de complexité est hors de propos pour la plupart des gens. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un format qui est à la fois un cauchemar et à la fois du pain béni pour, on va dire, la médiatisation du jeu, parce que c'est génial à commenter, mais par contre, ça prend un temps fou, quoi. Oui, mais ça raconte une histoire dès le départ. C'est d'ailleurs ce qui manque un petit peu dans le coverage de Magic en général, ce qui manquait et ce qu'ils ont essayé d'améliorer. Et ce que je pense le Commander apporte beaucoup, parce qu'il y a des lignes qui sont plus évidentes, plus systématiques et qui vont plus incarner quelque chose en Commander. En tout cas, j'ai l'impression que quand on aborde une game de Commander, on n'a pas seulement un match-up, mais il y a des lignes de play qu'on va attendre. Et je pense qu'en termes de coverage, de pouvoir voir des joueurs qui vont se poser la question de quelle est la meilleure carte dans ce contexte et qui sont tous à égalité, au fond, et de pouvoir se mettre dans les chaussures du joueur, c'est très intéressant.
En tout cas, c'est vrai que donc, Antonin, il a fait ce choix-là. Le plus gros défaut, on va dire, de la liste d'Antonin, mais qu'il a dit lui-même, hein, c'est que du coup, il a un draft différent pour chaque joueur. Donc j'ai dit à 8 joueurs, c'est Rochester. À 6 joueurs, il y a un booster de 16 cartes qu'on va se passer. À 4 joueurs, on a 2 boosters avec un petit peu moins de cartes. Et à 2, on fait un grid draft. Donc c'est une méthode de draft particulière où on va avoir une grille de cartes entre nous et on prend une ligne, une colonne et ensuite ça passe. C'est un excellent format d'ailleurs, je vous recommande vivement à l'essayer si vous n'avez jamais testé ça. C'est un très très chouette format de draft à 2. Ça permet de faire votre draft et vos parties en moins de 2 heures. Derrière, vous pouvez en faire un. Enfin, c'est vraiment très cool. Le petit twist de fin de soirée quand il n'y en a que 2 qui ont encore la forme pour enchaîner. Et en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans le cube d'Antonin, c'est qu'il a essayé de pousser ça au maximum. C'est-à-dire que non seulement il s'est dit on va essayer de réévoquer du construit, mais on va essayer de réévoquer pas n'importe quel construit. On va essayer de réévoquer l'ancien moderne. Alors forcément, voilà, ça donne envie. La nostalgie s'empare de moi. Mais c'est chouette parce que oui, quand je vois les cartes, je me dis mais dans un cube normal, je peux pas faire un deck avec ça. Mais en fait si, parce que là, vous prenez votre Splinter Twin, mais vous avez 4 Splinter Twin dans votre deck en fait. Donc très très vite, votre deck combo, il est en train de se mettre en place. Et si vous prenez une Mana Leak, vous avez 4 Mana Leak dans votre deck, ça fait vraiment beaucoup de contre. Si vous prenez un cantrip, vous avez 4 cantrips dans votre deck, ça fait beaucoup de cantrips. Donc tout se met en place très rapidement, mais avec très peu de cartes. Et personnellement, je suis très curieux de voir ce que ça donnerait. Tout pèse plus lourd aussi. C'est-à-dire que chaque pick va influencer le deck final d'une façon dramatique. La carte morte dans le booster, elle coûte beaucoup plus cher quoi, à ce moment-là. Mais normalement, de ce que j'ai vu, il a vraiment pondéré le truc pour que tu tombes pas trop court en playable de ta couleur. Et notamment, une des choses qu'il a fait aussi, c'est que pour essayer justement de permettre, si jamais c'est un peu juste au niveau des cartes qui sont directement de tes couleurs, il a mis pas mal de fixing. Et encore une fois, les landes, tu les prends en 4 exemplaires. Hein. Donc, il a essayé de recréer cette mana base qui est typique du construit, avec des fetch, des ravelands, etc. En tout cas, l'exercice est super intéressant. C'est quasiment triché, mais en réalité, la liste, elle fait que 100 cartes. Il n'y a pas de. La liste y a pas fait 100 d'entorse. cartes. Ça donne juste simplement envie de pouvoir se replonger dans des vieux formats comme ça, parce que c'est effectivement quelque chose qui peut être transposé. Je pense que ça, c'est un des éléments qui me manque en cube. C'est le fait d'avoir cette règle du singleton qui augmente la variance, mais aussi la variété. Elle coupe les interactions et les synergies d'une carte avec d'autres copies d'elle-même. Et c'est un élément fondamental du construit. Quand on examine une carte pour le construit par rapport au cube, un des grands décalages qui se produit, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs exemplaires de cette carte en jeu ? Est-ce que ça fait avancer mon game plan ou est-ce que finalement elles sont redondantes les unes par rapport aux autres ? Et un truc que les joueurs de Commander, je pense, oublient, ne font pas attention en fait. Et nous, joueurs de cube, on peut l'oublier aussi, c'est que il y a un exemple qui est criant et qui montre ces interactions dont tu parles. Donc j'avais parlé d'une interaction négative. Quand vous avez un permanent légendaire, vous pouvez pas en avoir plusieurs sur le champ de bataille en fait. Et du coup, si vous en avez 2 ou 3 dans votre main, vous avez des cartes en moins tant que votre adversaire n'a pas géré la première. Et forcément, dans un format singleton, le fait que ce soit légendaire n'a absolument aucune incidence à part vous permettre de le mettre en command zone. Mais sinon, ça n'a juste pas d'impact. En fait, là, si. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est un cube qui a vraiment moyen d'essayer de jouer avec davantage des aspects de Magic tel qu'il a été conçu à l'origine. Après, encore une fois, on est sur un cas un peu extrême. Vous pourriez très bien imaginer un cube où vous avez ce twist-là et qui fasse plus que 100 cartes. C'est pas du tout... Oui, c'est ça. C'est un twist qui naît de cette contrainte, mais qui peut apporter des horizons différents, très indépendamment de cette contrainte. Moi, je pense vraiment que le raisonnement d'Antonin, il a été extrêmement direct. Il s'est dit, je veux suffisamment de playable dans les decks de mes joueurs et je ne veux pas dire que mon cube, il se draft seulement à 2 joueurs. Comment je fais ? Ah, mais je peux tricher, je peux trouver le twist. Et si en fait, une carte, c'était 4 cartes, voilà. Je multiplie par 4. J'ai 400 cartes, exactement. Je peux avoir un cube et je peux avoir des decks viables. Baptiste, lui, il a eu une idée. Il me fait trop rire. Moi, je suis te voir réagir en fait. Oui, ça me fait rire rien que de te regarder. En fait, c'est quand j'ai vu la liste, mais j'étais hilar parce que je me suis dit, mais c'est vraiment, c'est vraiment. Je lui ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment. Je suis Jiraiya et je vois Naruto, mon élève, et je me dis.
il sauvera le monde, il m'a déjà dépassé. Voilà. Parce que vraiment, mais j'ai vu l'idée, je me suis dit, mais il fait n'importe quoi, c'est merveilleux, quoi. Donc, Baptiste, il a eu une idée. Il s'est dit, j'imagine, hein, il s'est dit, bah, c'est compliqué de faire un cube qui se draft à beaucoup de personnes. Donc, déjà, qu'est-ce qui se passe si on a moins de personnes qui draftent le cube? Et en fait, à ce moment-là, l'idée a dû lui venir de, bah, et si je faisais un cube qui se draft exclusivement à 4 avec du troll à 2 têtes? Oh. Non mais oui, non mais l'idée est le géniale. exclusivement à 4 peut venir spontanément, Ouais. mais l'idée de transformer ce troll à 2 têtes, ça thématise et ça rend les choses extraordinaires. Il a imaginé un draft extrêmement particulier où chaque joueur va drafter 5 boosters de 5 cartes seulement. Le concept, c'est donc ton teammate, c'est la personne qui est en face de toi pendant le draft, hein, j'entends. Oui. Donc tu vas passer tantôt à gauche puis tantôt à droite à tes adversaires à chaque fois. Tu veux dire qu'ils sont intercalés ou... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont en quinconce. Et en fait, tu vas drafter donc une carte, puis une carte, puis une carte, puis tu vas recevoir 2 cartes. Et là, parmi ces 2 cartes, il y en a une que tu vas prendre pour toi, et la deuxième sera dans un pool commun qui sera soit pour ton teammate, soit pour toi. Oui, Voilà. donc c'est le pool du géant. Exactement. Et donc, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'il a eu une excellente idée pour solutionner un problème qui est très courant dans des environnements où il y a des équipes et où il y a du draft. C'est que soit tu dis, bah tu peux pas drafter pour ton partenaire. Bah dans ce cas-là, c'est un peu dommage. Ça fonctionne, mais c'est un peu triste. C'est-à-dire qu'on a envie de pouvoir filer des cartes à son voisin. Enfin, pas à son voisin, mais à son copain. partenaire. Bah Ah, oui. exactement. Le truc, c'est que si tu dis, bah à la fin, on met nos pools de cartes en commun, la stratégie optimale, c'est de pas réfléchir à des archétypes, à des couleurs et tout. Tu prends la meilleure carte de Point. chaque booster. Absolument. Et on trouvera un moyen pour qu'il y ait l'un d'entre nous qui joue 3 couleurs, l'autre il jouera les 2 autres. Et on aura des decks avec juste des bonnes cartes. Et c'est pas intéressant. Donc, Baptiste, lui, s'est dit, bah, du coup, tu peux pas le faire. Littéralement, t'as pas le droit de pick pour ton partenaire sur les 3 premiers picks. Et ensuite, t'as un choix parmi 2. Et tu te dis, est-ce que ça, je le prends pour moi ? Et laquelle est susceptible de potentiellement l'intéresser. Et donc, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un petit pool de cartes qui va pouvoir ajuster, mais derrière, t'as quand même donc 5 x 4, t'as quand même 20 cartes qui sont que pour toi. Et ensuite, t'as donc 10 cartes qui sont communes et que tu peux te répartir avec ton partenaire. Donc lui aussi, hein, il est resté sur des decks de 30 cartes parce que factuellement, sinon, c'était un petit peu trop compliqué d'avoir suffisamment de playable. Mais je pense vraiment que ça fonctionne très très bien. Et moi, je suis trop curieux d'essayer ce draft avec 5 cartes par booster. J'ai une petite crainte. C'est que dans son cube, il a mis 10 archétypes différents. Et alors, 10 archétypes avec 100 cartes seulement, ça fait pas beaucoup de cartes par archétype. Quand bien même, il y a de la cross-pollinisation. Donc, peut-être que ça va être difficile d'assembler les archétypes parce qu'il faut vraiment que ça se mette bien et qu'il y ait toutes les cartes qui t'arrivent, quoi. De toute façon, je pense que l'identité même du troll à 2 têtes fait qu'il y a l'évaluation des cartes est tellement différente que c'est peut-être même ambitieux de parler d'archétype avant de l'avoir joué. C'est des thématiques par bicolorité, j'imagine. Et ensuite, c'est effectivement chaque géant qui va s'arranger parce qu'il y a non seulement le fait d'avoir un deck cohérent pour soi, mais on joue en troll. Et si on a un joueur qui... Si les 2 stratégies se complètent suffisamment bien, ça permet des choses absolument folles. Le troll à 2 têtes, c'est certainement un des formats qui permet les plays les plus incroyables et les fins de partie les plus frustrantes et les plus spectaculaires à la fois. En plus, il a vraiment essayé d'exploiter au maximum dans son choix de cartes les cartes qui abusent du fait d'avoir 2 adversaires et d'avoir un partenaire. Donc évidemment, il y a des cartes qui vont donner du mana à n'importe quel joueur. Il y a les cartes qui vont donner des choses à 2 joueurs différents. Bah, tu choisis. C'est pas précisé adversaire. Ça va être mon pote alors. Voilà, etc., etc. Donc évidemment les cartes qui disent chaque adversaire, blablabla. Moi j'ai l'impression que sa liste elle est hyper rigolote. En tout cas ça donne très envie de la drafter. Mais c'est vraiment plus cet aspect-là où je suis un petit peu circonspect. Surtout que donc il a mis 2 cycles de land pour qu'on ait quand même la possibilité de pouvoir un petit peu jouer des couleurs différentes. Il a mis un cycle de Triland et le cycle de Battle Bond qui arrive dégagé si jamais vous avez 2 adversaires. Oui. En fait, je pense que c'est des bons choix de fixing. Avoir des lands tricolores, ça augmente les chances que vous ayez des lands qui puissent vous concerner. Pour autant, je vois comment ça marcherait peut-être mieux si il avait moins d'archétypes différents
et que du coup on pouvait un petit peu plus s'adapter et avoir un peu plus de playable sur un même archétype. Après, ça c'est le genre de choses qui est très compliqué de juger avant un premier draft, et dans tous les cas il faudrait qu'il le playtest pour pouvoir mieux se rendre compte. Oui, je pense que le propos, il est bien net dès le départ. Si effectivement il y a des itérations à faire, ce sera le propos d'un vrai cube et pas seulement d'un challenge. Fun fact de vieille carte. Troll à deux têtes, c'est une mauvaise traduction, puisque c'est du Two-Headed Giant. Et le Two-Headed Giant dont on parle, c'est une carte d'Alpha Beta Unlimited qui s'appelle le Two-Headed Giant of Fireis, qui est la première carte qui pouvait bloquer 2 créatures, parce que comme il a 2 têtes, il y en a une qui s'occupe d'un attaquant, l'autre qui s'occupe de l'autre attaquant. Waouh! Et c'est comme ça qu'on est devenu, au lieu que ce soit la créature, c'est les joueurs qui sont devenus des Planeswalkers à 2 têtes. Le terme est totalement impropre, c'est des Planeswalkers à 2 têtes, pas du tout des trolls. Eh oui, mais malheureusement, je pense que là, c'est finito et qu'on changera plus jamais Ah de non, vision. non, Mais ça par c'est contre, certain. je te soutiens dans ta campagne. Si jamais tu souhaites, sur les internets, bien expliquer aux gens qui devraient dire Planeswalker à 2 têtes, moi, je voterai pour toi. Voilà, prochaine présidentielle. Ouais, je pense que pour le coup, ce type de gémellité et de siamois risque de faire peur. Donc non, je vais garder ça pour moi. Chut, ne le répétez pas, hein, vous dehors qui m'avez entendu. Alors, David, lui, il a eu une optique un peu différente. Il s'est pas préoccupé particulièrement des couleurs. Hein. Le fixing, ça n'a pas été ça son plus gros problème. Et lui aussi, il a fait le choix de se dire on le draftera pas au-delà de 4. Mon objectif, c'est pas de solutionner ça. David, lui, son objectif, ça a été de se dire est-ce que je profiterai pas du fait que le cube va être extrêmement resserré pour mettre des cartes que on met pas d'habitude dans des cubes. Ça paraît légitime. C'est une super bonne idée. Et donc, lui, il a poussé beaucoup plus loin l'idée que moi j'avais eue, qui était de mettre des combos un peu clunky avec pas beaucoup de redondance. Lui, il a dit, il va faire un cube tribal avec que des tribus, des types de créatures pas connues, ou en tout cas, où d'habitude tu peux pas faire des trucs autour. Il a mis les minotaures, il a mis les rebelles, voilà. Et c'est vraiment cool parce que alors, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin. Parce que par exemple, Rebelle, je pense que il est pile dans cet entre-deux où c'est vrai que c'est très dur de faire un archétype rebelle dans un cube. Mais il y en a quand même suffisamment. Je pense que ça n'a pas été. Ça n'a peut-être pas été le plus dur pour lui. Il m'a quand même dit qu'en noir, c'était un peu galère. Mais en blanc, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant. Et donc, du coup, il a essayé d'avoir des mécaniques tribales. Et donc, il a fait 5 archétypes bicolores pour avoir justement des tribes qui étaient pas du tout joués d'habitude. Et d'avoir quand même un truc qui se tient et qui est draftable, quoi. Et je trouve l'idée super rigolote. Je trouve ça très chouette. Ma première crainte, c'est comme Time Spiral avait réintroduit les rebelles, c'est d'avoir des histoires d'époque. Parce que Mercadia, maintenant, Time Spiral, maintenant, c'est un peu des grands écarts en termes de niveau de puissance qui font que derrière... Alors après, comme il fait que 100 cartes, il n'y a pas beaucoup de déchets. Exactement, et à part Entité Miroir, où je me suis permis de lui envoyer un petit message pour lui dire que, à mon avis, c'était de très loin la meilleure carte du cube et que ça allait rouler sur toutes les autres cartes, à l'exception de cette carte-là. Non mais, oui, je pense que c'est un peu fort. Et excuse-moi, j'ai 5 mana, mes créatures sont des 5-5, t'as perdu, voilà. Et elles auront les bonus de tous mes lords parce qu'elles ont tous les types de créatures, pourquoi pas. Évidemment, je pense que ça, c'est un petit peu trop fort. Pour autant, j'ai l'impression que il a justement tune le power level par le bas, ce qui veut dire que comme il a choisi des tribus qui étaient pas très fortes, bah en fait les vieux rebelles ils sont complètement d'actualité et l'Incivi c'est toujours aussi fort qu'à l'époque parce que l'environnement qu'il a mis autour n'est pas drastiquement plus fort. Bien sûr, c'est la question qu'il n'existe jamais de puissance d'une carte dans le vide. C'est toujours en comparaison d'autres cartes. Pas de valeur absolue, que des valeurs relatives. Absolument. Lui, il a essayé de faire, donc il a essayé de proposer 2 manières de le drafter, soit 4, soit à 2. À 2, il propose un Winchester, qui est une autre manière de drafter à 2, qui n'est pas le grid. Donc le Winchester, c'est cette variante où vous avez 3 piles de cartes face cachée. Vous pouvez les consulter, et une fois que vous les consultez, soit vous prenez la pile, soit vous la remettez face cachée, mais vous rajoutez une carte face cachée que vous n'avez donc pas pu voir depuis le deck, enfin depuis la pile de cartes en réserve. Et ainsi de suite. C'est assez sympa. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est presque, pour moi, aux antipodes du grid draft. Alors, je ferai probablement un épisode à un moment sur les formats de draft à peu de joueurs vraiment dédiés. Là, je passe un peu rapidement. Mais c'est que le grid draft, le principe, c'est que c'est un draft où tout est ouvert
Donc vous connaissez l'intégralité des pics de votre adversaire et vous connaissez 100% des cartes qui sont écartées. Dans un Winchester, aucune carte n'est écartée, ça c'est très très important, 100% des cartes sont draftées. Parce que potentiellement, une pile que personne ne veut, elle va grossir, elle va faire 7 ou 8 cartes et au bout d'un moment, quelqu'un la prendra. Donc dans tous les cas, toutes les cartes seront prises. Par contre, le truc c'est que du coup, il y a une grande partie de l'information qui n'est pas connue. Et c'est ça qui est un petit peu rigolo, c'est que vous pouvez vraiment vous retrouver dans un Winchester à ne pas savoir si votre adversaire il a l'autre partie de la combo, parce que vous avez vu une carte, il l'a prise et vous ne savez pas s'il a l'autre partie. Là où en grid, vous pouvez savoir potentiellement dès le début, ah ben en fait cette carte là a été écartée, ni lui ni moi ne pourront faire cette combo. C'est vraiment deux approches différentes, soit d'informations cachées, soit pas du tout. Et à 4 joueurs, il a proposé un Houseman Draft. Donc Houseman, c'est une variante de draft qui est un peu particulière et où, un petit peu comme un grid, il va y avoir des cartes au milieu de la table et on va venir se servir, mais un petit peu à la manière d'un draft plus classique. En fait, il y a des informations cachées puisque les joueurs ils ont une main de cartes. Et en gros, sans rentrer dans les détails, les joueurs ils vont faire des allers-retours entre les cartes qu'il y a au milieu de la table et les cartes dans leurs mains. Ce qui veut dire qu'ils vont réussir à conserver une partie d'informations cachées et en même temps, ils vont avoir des informations visibles puisqu'ils vont prendre des cartes qui sont au centre de la table. Il va y avoir plusieurs passes de draft comme ça. Et à la fin, vous avez votre deck. Et donc, lui, il a assumé sa draft à 4 ou à 2. Mais par contre, mes archétypes, eux, ils vont vraiment exploiter la petite taille du cube. Déjà de base, moi c'est un truc que j'essaie de recommander aux personnes qui me posent la question quelle taille pour mon cube. Souvent ce que je leur conseille c'est plus votre cube est grand, plus c'est difficile à bien designer. Ça c'est vraiment une conviction que j'ai qui est que plus vous avez de cartes, plus c'est difficile de tout bien équilibrer, plus c'est difficile de penser à tout, etc., etc. Si vous voulez plus de variance, il vous faut un cube plus grand. Si vous voulez moins de variance, il faut un cube plus petit. Et ce qui vient avec le moins de variance, c'est que tous les archétypes, toutes les mécaniques, toutes les synergies qui sont trop fringe, c'est-à-dire qui existent sur un trop petit exemplaire de cartes, plus vous avez de cartes dans votre cube, et moins elles sont viables dans l'environnement. Et par viable, j'entends forte, mais j'entends aussi plaisante à jouer et à drafter. C'est ce que tu disais par rapport à nourrir ces joueurs en fonction de la statistique dont j'ai déjà oublié le nom. Les As-Fans. Les As-Fans. Donc effectivement, là pour le coup, le fait que ce soit en information cachée et que tu puisses te retrouver avec des mécaniques un peu fringe, est-ce que c'est... Ça n'a pas l'air d'être le cas dans un pur tribal pour le coup. Ça paraît pertinent d'associer les deux. Oui, non, pour le coup, je pense que c'était vraiment un bon choix. Je pense que ça se prête très bien à avoir le fait d'avoir un cube de petite taille. Ça va permettre que tu aies de fortes chances d'avoir les cartes de tes archétypes, tu vas pas manquer de playable. Et typiquement, effectivement, les synergies tribales, c'est souvent des synergies qui sont pas très très viables dans des cubes plus grands parce que en plus, c'est des cartes qui sont super parasitaires. Là, en assumant le fait que, de la même manière que un guide gobelin et une colère de dieu, ça va pas dans le même deck, ben là, c'est assumer l'idée que ton Minotaure et ton sorcier, ils vont pas dans le même deck, mais c'est pas grave. Et en plus, il a été un peu malin. Il a choisi comme archétype pour blanc-bleu, il a choisi l'archétype de groupe. Et donc, du coup, ça joue avec les guerriers, les clercs, les sorciers et les gredins. Et donc, comme ça joue avec ça, eh bien, ça vient cross-polliniser avec les autres factions. Il a été un petit peu smart à ce niveau-là. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper malin. Alors effectivement, on l'a vu sur différentes propositions, hein, même la mienne dans l'absolu, hein, mais parfois il y a eu des aspects, des problématiques posées par la contrainte qui ont été un petit peu occultés en mode qui vivra verra. Je pense notamment au fixing, mais je trouve ça chouette justement qu'on ait eu des propositions qui ont pris à cœur le propos de, en fait, genre la mienne, celle de Timothée, en disant, en fait, avoir du mana de la couleur qu'on veut, c'est un vrai problème, faut qu'on trouve une solution. Et les autres qui justement ont essayé de se dire, je vais pas me focaliser sur ça. Et donc comme ça, ils ont pu explorer d'autres aspects de la problématique, d'autres aspects du design. Et évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mathieu, toi, t'as encore pris le temps de réfléchir et t'as pas encore abouti à un truc finalisé, mais des idées, t'en as eu plein. C'est clairement pas ce dont tu manquais. Non, c'est clairement pas ce dont je manquais. La question, c'est beaucoup plus justement d'aller les creuser. Mais comme j'ai pas eu le temps de les creuser, j'ai eu encore une idée de plus qui m'a paru encore plus pertinente. Parce que ce qui s'est passé en réfléchissant à cet épisode, c'est que je me suis posé la question différemment. Au lieu d'y voir une contrainte, et je pense que ça m'a été inspiré par ton Simple Cube, je me suis dit, mais c'est quoi le propos d'avoir que 100 cartes ? 100 cartes, c'est rien. 100 cartes, c'est mon EDH. Je me pointe quelque part, je me balade, je vais en week-end,
Je me balade avec mon EDH. Pardon, mon commander. Ah là là, les jeunes. Je me balade avec mon commander. Et bien de la même façon, je pourrais me balader avec ce cube-là. On est bien d'accord. Ouais, un cube de voyage, quoi. Un cube de voyage. Le truc, c'est que mes premières idées consistaient essentiellement à annuler quelque part la contrainte. Alors, Oui. pas tout à fait. On va venir sur la première idée que j'avais eue, dont je t'avais parlé. Je pense que c'était les sorts basiques. J'allais dire, justement, ta première idée, c'était quoi? C'était d'avoir des sorts dans la land station, en fait. Que ce soit pas une land station, que ce soit une Absolument. spell station. Absolument. En fait, pour pouvoir rajouter des éléments à la fois de cross-pollinisation, mais aussi des éléments fondamentaux qui n'auraient pas besoin de tenir dans les listes de sang, j'imaginais des sorts basiques. C'est quelque chose que j'attends que Wizard fasse depuis très longtemps. Ils ont fait des créatures de base, ils n'ont pas donné le surtype basique aux créatures de base, et ça m'a frustré depuis toujours. Depuis qu'ils ont fait les rats dont on peut jouer une infinité dans son deck. Les Ravoras, je crois, ça? Non, c'est pas Ravoras. Oui. Je les vois. On voit tous ces rats-là. Vous pouvez en ils mettre sont autant que vous voulez X. dans votre deck. C'est ça. Et ça, c'est aussi en rapport avec du vieux carton, puisque les premiers, les Playgrats, tant qu'il n'y avait pas la limitation du nombre de cartes dans le deck, on pouvait en jouer autant qu'on voulait dans le deck. Et en fait, toutes les cartes étaient basiques. On était seulement limité par son pool de cartes. Et oui, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne le savent pas. Mais à l'origine, et merci Mathieu d'être là pour nous rappeler les règles de quand ça a commencé. Mais plus sérieusement, en fait, à l'époque, cette règle du playset de 4 exemplaires maximum d'une carte dans votre deck, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Ça, c'est une règle qui est apparue plus tard. Alors, pas beaucoup plus tard, Ça a été mais plus très tard. vite. Ça a été très vite parce qu'en fait, c'est là où Magic est formidable, c'est qu'il a défriché un terrain qui nous paraît une évidence maintenant, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir une infinité de fois une carte identique. Si elle est trop forte, ça dégénère tout. Puis en plus, à mélanger un deck qui fait une infinité de cartes, c'est hyper pénible. Déjà, moi, mon commandeur de 100 cartes, je trouve ça chiant. Alors, si j'avais une infinité de cartes, ce serait horrible. Je vais juste dire un mot, Battle of Wit. Ça fait plusieurs mots, mais pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est une carte qui vérifie si vous avez plus de 250 cartes à la fin de votre entretien, je crois. Ou au début de votre entretien, donc il faut survivre un tour après l'avoir posé, et il faut avoir une bibliothèque effectivement qui fait peur à votre adversaire. Et le problème, c'est que du coup, piocher cette carte, c'est pas facile. Bon, on la joue en 4, hein. À la base c'est une carte de construit. On la joue en 4 dans notre bibliothèque de 300. C'est une petite curiosité de Magic, ça a été compétitif à un moment donné. C'est pas des blagues, ça a été vraiment joué en compétitif. Et donc l'idée c'était de faire des sorts basiques. Les sorts basiques, ce serait quoi? Ce serait rajouter le super type basique à un sort. Par exemple, la rampante grosse de base. Ça devient rituel basique, faites une rampante grosse, et ça coûte toujours un vert et un. En plus, on peut faire des tokens facilement en prenant un Sharpie, en rajoutant basique devant rituel, et on est bon. Et on peut en mettre autant qu'on veut dans son deck. Évidemment, ça présente pas forcément beaucoup d'intérêt d'en rajouter jusqu'à la nausée. Le seul intérêt, c'est qu'on va le rendre accessible à la hauteur qu'on veut à tous les joueurs de la table. En fait, c'est assumer l'idée que un deck vert, il a toujours accès à cette carte-là et que ça va être une sorte de colonne vertébrale de son deck. Et donc, en fonction de à quel point on veut ramp, à quel point est-ce qu'on a déjà des tours de notre deck, c'est quelle quantité on en veut. Ça a un énorme défaut, c'est que ça peut nuire gravement à la diversité des decks et à la diversité des parties aussi. De la même manière qu'on le voit déjà que rien que les formats construits, les parties sont moins diversifiées qu'une partie de Commander ou autre, parce qu'en fait juste la simple variance de ce que tu pioches n'est pas la même. Mais en tout cas, l'idée était hyper rigolote pour essayer de s'affranchir de la contrainte de il n'y a pas assez de cartes dans le cube pour avoir des decks complets de 40 cartes. D'autant que ça solutionnait d'autres problèmes, parce que rampante grosse, pour ne citer qu'elle, elle va chercher mon fixing. Donc je peux très bien imaginer un cube où la base va toujours être verte, un petit peu à l'image du cube land, et pour le coup, ça me permet de splasher et de répartir mes couleurs en m'affranchissant d'un problème. Et pour chaque problème que j'identifierais, j'imaginais rajouter un spell de base, ou plutôt donner le surtype basique à un spell du jeu pour donner un tout cohérent. Je pense que c'est l'idée qui demande le plus de travail et qui est certainement la plus casse-gueule. Voilà, je te vois opiner du chef et verser une petite larme de rire. Je pense que c'est et beaucoup de travail et super casse-gueule. Je partage les deux opinions. Après, en vrai, c'est très facile à faire à l'arrache. Mais sauf que, en fait, je pense que si c'est fait à l'arrache, ça va juste rendre vos parties chiantes.
et que la raison pour laquelle Mathieu dit que ça demande beaucoup de travail, c'est parce que le choix du sort pour qu'il soit ni trop faible, ni trop fort, et qu'il ne prenne pas une place que vous voudriez réserver à des choix de cartes dans votre draft, etc., tout ça, ça demande de l'expérimentation. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle Wizards ne l'a jamais fait, c'est parce que ça pose plein de problèmes. La deuxième idée que j'avais eue, c'était de profiter des deux faces de la carte. Quoi Mathieu, toi, tu proposes d'avoir des cartes double face, toi qui les adores. Alors, je les Oni. Voilà. Sauf que j'ai décidé de les Orni à la place. Puisque, ne supportant pas d'avoir à retourner une carte pour savoir ce qu'il y avait au dos, si je sais déjà ce qu'il y a au dos et que c'est la même sur toutes les cartes du cube, sur les 100, à ce moment-là, je ne suis pas dans la complexité que pose pour moi une carte double face. En revanche, ça me contraint de n'utiliser que des cartes simple face et ça me permet d'avoir une pochette, un dos de cartes qui devient ce que je veux. Je dis Orni, mais ça pourrait être même Knight ou ce que je veux. Il y a un cube en fait qui existe déjà et donc qui s'appelle le Ball Pit et le concept de ce cube, donc je t'en avais parlé à ce moment-là quand tu m'avais évoqué ton idée d'avoir le dos de cartes qui se faisait en Indopter, c'est que chaque dos de cartes des cartes du cube est une sphère chromatique, donc qui peut se sacrifier pour vous permettre de piocher une carte et d'ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. En fait, ça va venir convertir la couleur de votre mana, donc ça permet de vous fixer dans toutes les couleurs que vous voulez. Et c'était indispensable dans le Ball Pit, puisque le principe, c'est que tu dois jouer 100% des cartes que tu draftes, et il n'y a pas de land station. Donc du coup, forcément, tu vas te retrouver avec des cartes que tu ne pourrais techniquement pas jouer. Et donc les sphères chromatiques, elles viennent faire deux choses. Elles viennent dire, ta carte que tu ne peux pas jouer, en fait, je vais pouvoir la jouer en tant que sphère chromatique pour m'aider à jouer mes autres cartes. Mais ça dit aussi, mes sphères chromatiques peuvent m'aider à jouer cette carte que je pensais pas que je pourrais jouer. Pour le coup, c'est un design hyper élégant. C'est vraiment un cube super intéressant. Et oui, je vois comment pousser cette idée-là pour ce challenge-là pouvait essayer de résoudre le problème, ou en tout cas, à minima, essayer d'allouer une solution au problème. Et d'ailleurs, faire comme le Ball Pit et mettre non pas des Indoptères mais des sphères chromatiques, c'était probablement aussi une idée hyper fonctionnelle. À condition de rester assez raisonnable en nombre de joueurs. Pour ne pas avoir des decks trop petits et que vous ayez plus de cartes dans votre deck. Voilà. Exactement. Surtout qu'avec des cartes comme Mem Knight, l'idée aurait été probablement d'essayer d'obtenir une question de ressources sur le board et que l'idée de faire du 2 pour 1 soit centrale et de faire du card advantage soit centrale dans le cube. Et puis, je me suis dit, il faut que j'arrête de le voir comme une contrainte, il faut que j'arrête de me débattre, un petit peu à la façon, une référence de vieux film, à la façon de Abyss, où les personnages enfilent des combinaisons pressurisées où ils ne respirent plus du gaz, mais du liquide, et respirent l'oxygène qui est dissous dans le liquide, et on leur dit, à juste titre, il faut que tu te noies pour découvrir que tu peux respirer du liquide. Et en fait, voilà, la sensation de se noyer est horrible. Eh bien, j'ai accepté de me noyer et d'accepter d'inhaler la contrainte que tu nous avais proposée. Et c'était douloureux. Au final, non, à partir du moment où je me suis dit, on va faire ce cube de voyage. On va faire ce cube de voyage qui fait que 100 cartes. À ce moment-là, je veux pas de land station. Si je veux pas de land station, je veux pas de mana. Je veux juste un emblème omniscient. Oh non. Un emblème omniscience pour chaque joueur du cube. C'est super drôle, mais c'est un peu extrême. Quitte à être extrême, soyons extrêmes. Alors, je me suis d'ores et déjà posé comme question, est-ce que ce serait pas aussi intéressant d'avoir un double emblème omniscience et tu ne peux jouer qu'un sort par tour, laboratoire, voilà, pour temporiser les choses. C'est fort les contres du coup avec ça, il y a ça. Peut-être que j'en mettrai pas. Peut-être que t'en mettrais pas. Et là, en fait, la liberté que ça me donne, c'est de me dire, si je m'affranchis complètement du coût de mana des cartes, qu'est-ce que je veux leur faire dire ? Et quel est mon propos de cube de voyage ? Un peu comme quel est le propos du Simple Cube en se baladant sans avoir de dés, sans avoir de tokens, sans avoir de matériel à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment d'avoir, et ça m'a décidé à vraiment le creuser, d'avoir un objet très compact que je peux trimballer partout et dire, allez, on va jouer à Magic, on va faire un cube. Ce qui est hyper rigolo, c'est que comme toutes les spells sont gratuits, tu as évidemment la possibilité de mettre potentiellement énormément de power sur le board très rapidement, etc. Mais justement, tu pourrais... Déjà, la première possibilité, c'est t'es pas obligé de mettre des cartes très puissantes. Tu pourrais très bien dire que le power level, c'est des géants des collines et que c'est OK.
Donc là, déjà, c'est la première chose qui fait que c'est pas parce que l'emblème est dégénéré que les cartes qui sont dans le cube sont dégénérées. Omniscience n'est dégénéré que parce qu'on fait des Emrakul avec. Exactement. Enfin, des Emrakul et puis des je vais piocher tout mon deck et des je vais aller chercher dans mon sideboard, etc. Bon, ça, c'est un peu fait pour. C'est-à-dire carte infinie, mana infinie, en général, ça fait des trucs. Si vous avez juste mana infinie mais vous avez rien à jouer, c'est vachement moins bien. Ou si vous avez le droit de jouer qu'un sort par tour. Le truc, c'est que il y a une autre chose que ça m'inspire, c'est que tu pourrais très bien dire mes spells sont extrêmement puissants, mais mes créatures sont très faibles. Et en fait, comme à Magic, à moins que tu crées des conditions de victoire alternatives, et je pense que ce serait pas le but, comme les parties elles se gagnent en réduisant les points de vie de votre adversaire à 0, en fait, si les spells, tu peux piocher plein de cartes d'un coup, t'as la possibilité potentiellement de récupérer des cartes de ton cimetière, etc. Mais qu'en réalité, à la fin, ce que tu mets sur le board ne tue pas extrêmement vite, n'est pas extrêmement oppressif, en fait, tu peux avoir un contraste hyper rigolo en ayant des cartes complètement dégénérées à côté de cartes beaucoup moins fortes et qu'en réalité, le rythme de la partie ne soit pas si rapide. Et ce serait tout le propos. Ça, c'est un propos qui m'intéresse dans le cube depuis très longtemps, c'est de montrer que les cartes les plus dégénérées du jeu ne le sont pas si on leur donne pas la possibilité de l'être. Ancestral Recall, dans un contexte où tu as le droit de jouer qu'un sort par tour, passer tout ton tour à piocher 3 cartes, d'accord, ça te fait du CA. Mais ça te donne en fait juste plus de choix. Ça élargit un peu ta main, mais ça te fait pas avancer plus vite que ton adversaire. C'est moins fort que quand tu vas pouvoir enchaîner avec un Mox, un Black Lotus, et puis ensuite rejoindre une carte, etc. etc. Et ces cartes-là sont dégénérées aussi parce que, comme tu le dis, elles sont au contact d'autres cartes dégénérées. Donc en fait, elles se multiplient en fait. Sans Black Lotus, une carte comme Volonté de Xébule, elle est beaucoup moins emballante. On n'a qu'à le voir, elle a été marginalement jouée dans Flémoire en Commander, alors qu'elle est légale en Commander et qu'on en fait finalement pas grand-chose. La marge est fine puisque son homologue rouge pour 2 mana a été beaucoup plus exploité que Volonté de Xébule. Il y a une petite différence entre les deux cartes. Je crois qu'il y a une carte qui exile et l'autre elle le fait pas, je crois. Il y a un truc comme ça. La répétabilité des choses fait que... Mais je t'assure, à côté d'un Black Lotus, comme tu repayes ta Volonté du Xébule, même si t'exiles, c'est plutôt pas mal en Vintage. Moi je pense que ça joue, ouais. Surtout quand t'as moyen d'avoir 2 Black Lotus, parce que t'as un LED aussi, mais voilà. En tout cas, je trouve l'idée super chouette parce que, et encore une fois, j'aime bien le fait de se dire comment est-ce qu'on s'affranchit d'un problème et cette solution, elle va générer d'autres problèmes, mais du coup, comment on traite ces problèmes. Et là, c'est vraiment ça, c'est de dire il y a un problème pour avoir les bonnes couleurs pour jouer nos sorts et voilà, c'est pas grave, il suffit que de tout jouer gratuitement et du coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus besoin de jouer des terrains. Absolument. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Même si elle coûte 9 mana. D'ailleurs, ce serait assez rigolo de mettre une omniscience dans le jeu, juste pour dire. Alors, j'aime beaucoup notamment, j'en profite parce que c'est pas un truc que j'ai eu l'occasion encore beaucoup de dire, et c'est un truc que je trouve important de rappeler. Moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'il faut pas mettre dans un cube des cartes qui servent à rien. Et donc, qui servent à rien, ça veut pas uniquement dire qui ne vont pas être jouées. En fait, parfois, pour moi, c'est ok. Selon le cube, selon le propos du cube, encore une fois. Peut-être que si dans un cube très mécanique, très optimisé, justement, je vous recommanderais pas de faire ça. Mais c'est ok pour moi dans un cube d'avoir une carte qui, son propos, c'est pas d'être drafté. Son propos, c'est juste que les joueurs, quand ils vont la voir, ils vont hurler de rire. Et elle va faire le tour de la table et tout le monde aura son moment de bonne humeur. Et puis, en fait, la carte, elle va être dans le sideboard de quelqu'un, mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle a généré de la bonne humeur à la table. Et ça dépend toujours du contexte, mais typiquement, si l'ambiance elle est fun et que c'est peut-être un cube qui se draft à un peu plus de gens, etc., l'idée d'avoir une carte troll comme Omniscience, moi je trouve ça hilarant. Mais... Alors c'était moins troll que comme un reminder text, comme l'emblème, et comme le fait d'avoir, on a une boîte de 100 cartes, donc tant qu'à faire, on va prendre une boîte de commandeur avec le slab qui protège la carte. Avec le commandeur. Et le commandeur, et ce sera le commandeur pour la table entière. C'est-à-dire qu'Omniscience, on le pose sur la table. À partir du moment où Omniscience est posé sur la table, il va être pour tous les joueurs et c'est parti. Mais du coup, on est d'accord que personne ne peut le détruire, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo. Ça ouvre un espace. en vrai, ça ouvre un espace. Je me suis posé beaucoup plus la question sur Laboratoire Ésotérique, qui est l'autre emblème, pour savoir si je veux qu'on puisse interagir avec les emblèmes. J'ai 2 choix pour empêcher d'interagir avec les emblèmes. Soit dans la sélection des cartes, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Soit dans le fait de dire, oui, c'est des emblèmes, c'est pas des cartes. Mais ça peut être très intéressant de dire, voilà, on va être en multi, on va pas avoir de mana, Omniscience est valable pour tout le monde,
Laboratoire est valable pour tout le monde. Et Fight. C'est un petit peu un free-for-all de WWF. Oui. WWF, il sauve les animaux. Non, alors c'est enfin de lutte américaine. Voilà. Pour le coup, merci. Merci pour ce challenge parce que ce qui est chouette, c'est d'aboutir. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux avoir des propos en tant que personne et designer et des envies de porter le fait, par exemple, qu'une carte dégénérée n'est pas forcément dégénérée dans n'importe quel contexte. Eh bien, là, c'est le challenge et la stimulation du challenge qui me fait avoir un propos différent. C'est le cube de voyage. Et je pense que cette idée du cube de voyage, alors que si j'avais juste répondu au challenge et que ça ne m'avait pas amené à avoir un propos et à me saisir profondément de la contrainte que tu avais mise, eh ben, il verrait jamais le jour. Parce que maintenant, tel qu'on l'a dit, et maintenant que je me suis exprimé sur le sujet, j'ai pas d'autre choix. Je vais être obligé de le faire pour de vrai, ce cube. En plus, je pense que tu peux vraiment pousser ton concept hyper loin, assumer que comme c'est un cube de voyage, en fait, t'en fais un bar cube et du coup, t'as pas de jetons, t'as pas de marqueur. Ah, carrément. Tu peux vraiment pousser le concept pour avoir cette logique de un objet super compact qui te permet de jouer à Magic avec tes potes et dans un contexte où il n'y a pas besoin que les autres aient ramené un deck, il n'y a pas besoin d'avoir une phase compliquée, voilà, et juste on s'amuse, on joue à Magic. Absolument, faut juste drafter les decks et on est parti. Après, je suis pas forcément convaincu que les contraintes du bar cube, c'est-à-dire pas de compteur, pas de jetons, soient particulièrement pertinentes. Pour le coup, je trouve très rigolo certaines cartes qui disent d'utiliser certains objets pour des jetons. Et ce serait, pour le coup, ça pourrait m'amuser d'introduire ce genre de cartes-là dans le cube de voyage pour aller mettre une chaussure sur la table, quoi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'essayer ce premier Cube Challenge. Moi, je compte vraiment en refaire d'autres. J'ai trouvé ça super stimulant et surtout, ce que j'ai adoré, c'est la réponse du groupe. Elle a été assez folle. Les gens, ils ont posté. Bah oui, non, mais en 2-3 jours déjà, il y avait des propositions qui ont été faites. À tel point que je me suis senti obligé de dire peut-être que la prochaine fois, je ferai en sorte que les réponses elles soient postées soit plus tard au bout d'une deadline, soit dans un autre canal, mais faire en sorte de pas spoil les autres et de pas les influencer, parce que il y a des gens, ils ont eu envie de faire leur truc hyper rapidement. C'était hilarant. Timothée, il a posé son concept déjà assemblé en l'espace de 2 jours à peine, quoi, un truc comme ça. J'aime beaucoup cette ambiance de on balance les idées un peu partout, et je crois que je me serais moins investi, ça m'aurait moins captivé si j'avais pas eu accès au bouillonnement des idées des autres. Ouais. En fait, l'émulation, elle est assez folle. Ce qui est chouette, c'est aussi le fait de, quand chacun réfléchit de son côté, derrière, il y a un peu cette mise en commun de mais en fait, moi, j'ai pensé à ça dans mon coin, et du coup, c'est nouveau, et je viens confronter ce que j'ai fait aux autres. En fait, il y a une logique de brainstorm, c'est-à-dire que c'est vraiment est-ce qu'on réfléchit en même temps, ou est-ce qu'on réfléchit chacun de notre côté, puis on partage. C'est 2 méthodes créatives qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Mais là où je te rejoins, c'est que voir les gens investis, motivés et proposer des trucs... C'est tellement... Ouais. C'est spécial, c'est particulier, c'est quelque chose qui, moi, me nourrit beaucoup. En tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je referai un épisode sur le prochain Cube Challenge avec grand plaisir. Et si tu le souhaites, Mathieu, tu pourras revenir en discuter avec moi. Ce sera avec énormément de plaisir. Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins d'1% des cubes sur Cube Cobra. Mathieu, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Sous mon radar, il y a Firefist Striker. C'est une petite 2-1 pour 2 mana dont un rouge qui nous dit bataillon. Donc, quand cette créature attaque avec au minimum 2 autres créatures, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. En général, vous allez plutôt cibler une créature adverse, sans trop se fouler. Si vous le faites pas, a priori, c'est pas grave du coup. Du coup, ça gênera pas beaucoup votre adversaire. Mais a priori, c'est peut-être qu'il a pas de créature et du coup, vous allez pas être gêné non plus. Ou que vous voulez cibler une autre créature parce que vous avez, je sais pas, Nadou. Valiant. Non, on ne parle pas de Nadou. Et donc, non, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Non.
Et pour moi, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle remplit plusieurs rôles. Elle remplit un petit rôle de filler dans la curve de rouge aggro. Elle remplit un rôle de soft removal qui va toujours s'adresser au bloqueur le plus pénible, ce qui me donne juste le temps d'aller piocher mon removal pour le fameux bloqueur pour continuer à agresser. Parce que ce qui est le pire quand je joue aggro, c'est si j'arrive à manquer de gaz et que mon adversaire puisse poser, je sais pas, une araignée géante et m'empêche de m'amuser. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut penser au pire des scénarios. Votre adversaire, il vient de poser une 4-4 ligne de vie. En fait, oui, vous n'allez plus attaquer, vous avez probablement perdu cette partie. Mais en fait, même parfois, votre adversaire, autour de, il va jouer une 2-3, qui a peut-être une capacité pas très intéressante. Mais en fait, là, déjà, potentiellement, votre créature que vous avez jouée au premier tour, et peut-être même votre tour 2, il peut déjà plus attaquer. Et si vous n'avez pas immédiatement la réponse, le blast à un mana pour ensuite rejouer une menace, en fait, là, vous risquez probablement de prendre un retard gigantesque. C'est la raison pour laquelle vert, en général, c'est plutôt fort contre rouge aggro. C'est parce que souvent, ça met des bloqueurs à rapidement. Et du coup, vous ne pouvez plus passer. Là, ce qu'il vient dire, c'est moi, je peux te débloquer dans ces situations-là. Si tu me joues dès le tour 2, potentiellement, rapidement, je vais pouvoir enlever le bloqueur adverse. Plus important encore, c'est une carte qui va être très peu prise par d'autres archétypes que très aggro. Je m'explique. En fait, personne venu de 1 pour 2 qui va n'être activé que si on a un board vraiment conséquent. Oui, si vous avez 2 créatures, littéralement, c'est une 2-1 vanille et c'est vraiment pas bien pour 2 mana. C'est une anti-cross-pollinisation. C'est une carte qui est assez étroite dans son champ d'application et c'est donc une carte que je vais pouvoir envoyer wheeler sans aucun souci. D'abord pour récupérer de l'information, est-ce que mon archétype est ouvert ? Pas gâcher un pic élevé sur cette carte. Et 2, récupérer une carte qui sera dans mes playables parce que le fait d'avoir la double casquette, je vais coller des dommages, je continue la sauce et j'empêche mon adversaire de bloquer. Ça vient faire mal exactement aux jeux qui me font mal. Et ça, c'est fondamental. Moi, ce que j'aime énormément avec cette carte, c'est une carte que j'affectionne tout particulièrement. Elle est dans mon Simple Cube. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que c'est un très bon signpost. En fait, c'est une carte qui vient dire oui, il y a un deck rouge agressif, mais c'est pas seulement ça. En fait, ce que vient dire la carte, c'est est-ce que ça te dirait pas de jouer plusieurs créatures et d'avoir un board qui s'étale ? Et évidemment, dans une logique avec des gens qui connaissent déjà très bien le jeu, ce que ça va venir dire, c'est juste donner le signal et dire non mais rouge go wide, c'est bon, tu peux y aller, il y a plein de cartes qui vont te récompenser pour juste mettre plein de créatures, il y a peut-être des antiennes, il y a peut-être d'autres créatures avec bataillon, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi pour les débutants. Pour les débutants, donc c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai mise moi dans mon cube, mais pour les débutants, ce que vient dire la carte, c'est en fait, c'est bien d'avoir une créature sur le board, mais est-ce que tu savais qu'en avoir 3 pour faire ce que tu veux faire, c'est mieux. Et c'est là où je trouve cette carte très élégante. Elle n'a pas beaucoup de texte, mais en fait, elle a 2 lignes. Elle a une condition et un effet. L'effet, c'est un effet, tu comprends peut-être pas tout de suite pourquoi il est bien, mais la condition, tu la comprends tout de suite et elle t'aide à drafter. C'est une carte où aussi j'ai quasiment envie de faire un get crash.deck. Get Crash, c'est une extension où je me suis senti comme un poisson dans l'eau, en limité. J'ai un souvenir de ce team trio où justement je jouais Boros Go Wide, qui me restera marqué comme un des souvenirs les plus marquants de Magic de ma vie. Et cette petite bête, le fait de ne pas pouvoir bloquer, elle était associée dans le deck de ce Grand Prix-là avec une petite carte qui disait juste engager 2 créatures adverses. C'était la 25e carte. Personne ne l'aurait jamais considéré, même dans cet environnement-là. Et dans mon jeu, elle a volé tellement de games. Simplement parce que le fait de combiner un Fire Fist Striker qui empêchait déjà... Voire plusieurs. Alors, voire plusieurs. C'était une unco, donc c'était peut-être pas si fréquent que ça. Je pense que j'en avais au moins 2. Mais le fait d'être en team trio faisait qu'on avait des jeux extrêmement redondants avec beaucoup d'unco et de communes qui étaient synergiques. Et en fait, c'est une carte qui montre que c'est non seulement un signpost, mais c'est une carte qui peut éduquer des joueurs à réévaluer le niveau de puissance qu'ils accordent à une carte. C'est une carte qui est intéressante en début de partie parce que ça va empêcher la fameuse 2-3 ou la fameuse 2K de votre adversaire de vous handicaper. Ça reste... Alors, c'est pas un très bon top deck parce qu'elle n'a pas la célérité, mais
C'est une carte qui est quand même bien en late game quand justement arrivent les fameux bloqueurs problématiques, ceux qui ont le lien de vie, ceux qui vont venir faire de la value en vous bloquant. Et vraiment, elle a ce côté de... elle fait un seul truc, mais elle le fait vraiment bien. Et elle n'a pas le défaut, je trouve, de pas mal d'autres cartes qui empêchent une créature de bloquer, qui est de devoir s'engager pour le faire. Alors, oui, le défaut, c'est qu'elle peut mourir pendant la phase de bloc. C'est les derniers points de toute façon. En général, ce sera les derniers points. Donc, c'est ça. Elle fait bien le job. Son but, c'est ça. C'est d'aller coller ces derniers points. Et c'est là où les decks aggro pêchent. C'est toujours pour aller coller les derniers points. Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Et une fois qu'elle est là, en fait, elle va vraiment tellement contribuer à rendre ce deck viable dans son ensemble que j'aime beaucoup la carte. Alors, pour une carte sous le radar, elle est quand même assez représentée avec 0,73% des cubes qui la jouent, soit 2204 cubes au total sur Cube Cobra. Moi, la carte dont j'avais envie de vous parler, c'est la carte Attrition. Attrition est un enchantement qui coûte 3 mana, dont 2 noirs, et qui est joué dans 0,95% des cubes, soit 2859 cubes sur Cube Cobra. C'est un enchantement qui a une capacité activée, il n'a pas de capacité passive. Sa capacité activée lui coûte un mana noir et vous demande de sacrifier une créature, en échange de quoi vous pouvez détruire la créature non noire ciblée. Cet enchantement, il est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un sac à outlet, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de sacrifier vos créatures. Donc à chaque fois que vous avez des Death Trigger ou vraiment que vous avez besoin de mettre vos créatures au cimetière, dans tous les cas, cet enchantement va vous permettre de le faire. Mais c'est pas uniquement pour ça que cet enchantement est bien. Cet enchantement, là où il est beaucoup plus fort dans certains contextes qu'un Hôtel Phyrexian ou ces moteurs de sacrifice qui pourtant sont réputés des cartes surpuissantes, c'est que c'est aussi une carte de contrôle, c'est une carte d'attrition. En fait, tu m'as eu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez certes sacrifier vos créatures, mais vous allez détruire celles de votre adversaire. Là, vous vous dites, bah en fait, on a tous les deux perdu une créature, c'est pas très très bien. Oui, mais évidemment que vous allez avoir des jetons. Évidemment que vous allez avoir une âpre fleur qui va prendre un petit peuple fée que vous enverrez sous le bus pour détruire la 4/4 de votre adversaire, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une carte où vous allez casser la symétrie de la carte extrêmement vite, parce que évidemment que comme vous ciblez l'adversaire, ben vous allez choisir ce que vous détruisez. Donc vous allez choisir votre plus petite créature pour détruire la plus grosse. Et donc c'est comme ça que vous allez faire de la value. Évidemment, en plus avec des créatures récursives, là c'est la fête. Là c'est la fête. Si vous avez un greffe crawler, le rampeur des tombes qui justement va pouvoir comme ça être rejoué, ben en fait tant que vous avez un zombie en jeu, virtuellement pour 2 mana noirs, vous avez détruisé la créature non noire ciblée. Et il paraît que Obscur Bannissement, même si ça fait bien longtemps qu'on l'a plus vu sur une table de Magic, et ben ça reste une carte assez puissante en vrai. Surtout quand ça coûte pas du tout de cartes. Voilà. C'est une carte qui peut être très oppressive dans certains shells, mais moi là ce que j'aime bien dans cet enchantement, c'est plusieurs choses. Déjà, contrairement à une carte comme Pacte de la Tombe ou une carte comme Précepte d'Erebos, moi ce que j'aime beaucoup plus avec celle-ci, c'est qu'elle va vous coûter du mana, et en vrai c'est super important. Ça veut dire que vous n'avez pas cette situation de j'ai un moteur de sacrifice et je vais pouvoir sacrifier tout mon board, tu vas perdre instantanément tout le tien. Régulièrement, vous avez besoin d'avoir un tour off quand vous jouez votre attrition. Ce qui veut dire que c'est une carte qui est très puissante, certes, mais en termes de tempo, quand vous êtes sous pression, parfois vous n'avez juste pas le temps de la développer. Et donc, ça veut dire que ça va quand même récompenser les decks extrêmement agressifs qui vont vous prendre de vitesse. Vous n'allez pas pouvoir vous en tirer juste en le jouant et ensuite en disant je te bloque, on trade et je te détruis une autre créature, comme c'est le cas justement pour les 2 autres enchantements dont je viens de parler. Par exemple, la question d'avoir un wipe qui coûterait le même prix, c'est-à-dire 4 mana au total, apporte plus de solutions à court terme, alors que Attrition va jouer sur le long terme. Mais effectivement, il faut les 4 mana déjà pour gérer un problème. Si on veut en gérer plus, il va falloir beaucoup plus de mana. Sans compter que, comme je l'ai dit, il vous faut des créatures. Si jamais votre adversaire a 3 créatures et que vous n'en avez pas, c'est beaucoup moins bien qu'un board wipe. Non, là où cette carte est très forte, c'est que ça va vous permettre de faire des vrasses unilatérales. Vous allez détruire les créatures de votre adversaire, mais vous allez garder vos créatures auxquelles vous tenez le plus. Vous allez uniquement sacrifier la piétaille. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte, même si pour beaucoup de designers, justement, c'est un défaut, c'est la contrainte non noire ciblée. C'est vraiment un vaste débat, le fait de choisir si la couleur d'une carte devrait jouer sur les removals qui peuvent ou pas la toucher.
À l'époque, dans Magic, c'était vraiment intentionnel le fait que la couleur noire était très forte pour détruire les créatures, mais pas pour détruire les créatures noires, ce qui voulait dire que les créatures noires étaient intrinsèquement plus résistantes que les autres créatures du jeu. Et ça faisait vraiment partie de l'environnement. C'est-à-dire que un spectre hypnotique, c'était dur à gérer. Si t'avais pas ton retour au pays, bah en fait, tu le regardes. Ou ta foudre. Mais sinon, c'était un peu compliqué. Ou alors, il fallait que tu bloques avec ton propre spectre hypnotique. Et c'est arrivé plus de fois que vous ne le pensez. Du coup, ce que j'aime beaucoup avec Attrition, c'est que ça va venir récompenser les decks noirs parce que du coup, c'est une carte qui coûte double noir, qui demande du mana noir à activer. Donc, c'est pas une carte qui est si facile que ça à splasher dans un deck qui ne jouerait pas une forte base noire. Mais ce que j'aime beaucoup dans le contexte du cube, c'est qu'à partir du moment où cette carte elle est ici, c'est pas comme si vous aviez automatiquement géré toutes les créatures de votre adversaire. Potentiellement, parfois, votre adversaire il aura des créatures que Attrition ne peut pas gérer et vous serez obligé de vous adapter. Heureusement, c'est un petit peu mitigé par le fait que, comme tu prends un deck qui est plutôt lourd en noir, le nombre de créatures noires de qualité qui tournent autour de la table va être d'autant plus réduit que tu vas les avoir toi-même piquées. Mais il en reste quand même qui traînent. Hein. En plus, pour aller un petit peu à contrario de ça, comme c'est une carte qui va te demander plutôt de jouer des petites bêtes récursives et donc pas forcément très puissantes, mais un squelette réassemblable par exemple, et bien en fait, ce que ça signifie, c'est que vos adversaires sont plus susceptibles d'avoir les créatures de forte valeur, les créatures qui coûtent 4, qui coûtent 5, qui coûtent 6 mana, et qui seront du coup pour vous des problèmes. Mais ça crée une tension qui est intéressante dans le draft, et ça permet surtout de créer un archétype hyper intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte par rapport à Impact de la Tombe aussi, c'est que c'est un moteur de sacrifice. C'est-à-dire que oui, parfois, vous allez vous en servir de manière extrêmement proactive, mais le fait que ça permette de mettre au cimetière de vous-même, et en fait ça vous permet d'agir beaucoup plus proactivement sur la partie et donc de prendre des game action, de ne pas être passif, de ne pas attendre que votre adversaire il vous tue une créature pour que vous puissiez lui détruire la sienne. Quand vous jouez Impact de la Tombe et que vous avez votre Gravecrawler sur le champ de bataille, si vous avez rien pour le mettre au cimetière, cette carte elle vous sert à rien parce que votre Gravecrawler il peut pas bloquer et je vous assure que votre adversaire il va pas le bloquer non plus. Voilà, pour moi c'est un enchantement. J'étais très surpris en fait qu'il soit joué dans aussi peu de cubes. J'étais persuadé que c'était une carte beaucoup plus connue. Je pense qu'elle souffre du fait qu'elle a été relativement peu rééditée dans l'histoire du jeu. Elle a été rééditée une fois en commandeur, mais sinon c'est plutôt une vieille carte. Mais moi pour autant c'est une carte avec laquelle j'aime beaucoup jouer. Alors faut pas avoir peur des games qui peuvent un petit peu s'installer sur une forme de lock, de verrouillage de la partie. Moi je sais que j'aime bien les archétypes stacks et ça me dérange pas de jouer contre. C'est typiquement le genre de carte qui va paraître unfair à certains joueurs ou à certaines joueuses, mais dans cette gamme de cartes qui permettent justement de faire des parties d'attrition, je trouve que attrition, c'est une carte super intéressante. A contrario, même si c'est une carte qui fait peur, voir les joueurs ne pas la piquer et voir cette carte tourner autour de la table dans le Simple Cube par exemple, me montre le manque de respect fondamental qu'il y a pour un effet répétable qui certes paraît symétrique et qui coûte une pochette, parce que avant de faire du card advantage avec attrition, il va falloir quand même investir beaucoup de ressources et de situations de jeu. Mais cette carte qui peut faire peur, et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans tant de cubes que ça, je lui vois pas beaucoup de respect de la part des joueurs quand elle tourne autour de la table. Et ces gens-là, il faut les punir et les éduquer. Avec attrition. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Mathieu. Merci Mathieu d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir accueilli et ce sera avec plaisir que je découvrirai les nouveaux challenges que tu nous enverras. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.